vous apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport de 18h à 20h. On est là, présent au studio. Vous pouvez nous écouter bien évidemment sur le 99.5 et également sur radioshalombesançon.com. Ce soir au programme, forcément on va revenir sur la 34e journée de Ligue 1. On va revenir également un petit coup sur la Ligue des Champions, l'Europa League pour vous donner un peu le programme de ce qui va se passer cette semaine. Ensuite, on va prendre la direction de la Ligue 2 et la page spéciale consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard, car il y a pas mal de choses à dire sur le club sochalien. Il y aura également de la Nationale 3 au programme, Nationale 2 également avec la SM Belfort et Jura Sud, et la Nationale 3 pour vous donner les résultats de ce week-end, le classement également. Et ensuite, on parlera bien évidemment handball avec le SBF et le Grand Besançon du handball qui auront 2 matchs au programme ce week-end au Palais des Sports. Mais avant tout ça, on va parler un petit coup Ligue des Champions. Allez, si on vous mettait un petit peu le générique de cette Ligue des Champions, est-ce que ça vous plairait ? Je pense que oui quand même. Allez, on y va, on l'écoute un petit coup. On va s'arrêter là pour la musique de la Ligue des Champions, sinon après vous allez y prendre goût et moi aussi, donc ça va pas le faire. Non, bien évidemment, la Ligue des Champions aura lieu en tout cas cette semaine avec 2 matchs au programme. Tout d'abord, demain à partir de 20h45, Liverpool qui recevra l'AS Roma. Et ce mercredi 25 avril à 20h45 également, le Bayern qui recevra le Real de Madrid. Alors justement, quel est votre pronostic? Si vous en avez un, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. Est-ce que vous êtes plus Liverpool, plus AS Roma, plus Bayern ou plus Real? Alors c'est vrai que
ça va être en tout cas deux belles rencontres avec une rencontre indécise entre le Bayern et le Real. Ça promet en tout cas, on espère, du spectacle. Moi je vois bien le Real s'imposer du côté de Bayern, même si le Bayern ce week-end en championnat a battu Hanovre 3-0. Mais allez, je prends les paris. Allez, je parie sur le Real. Et demain, je parie sur Liverpool. Alors si vous avez les mêmes paris que moi, eh ben, ou totalement l'inverse, eh ben, dites-moi. Et puis on en reparle. En tout cas, c'est des équipes qui sont en forme en ce moment. Et on espère que ça va faire en tout cas de belles rencontres. Allez, on va parler cette fois-ci un petit coup de l'Europa League également, hein, car il y aura un club français qui sera en tous les cas du côté qui sera en poule cette semaine. Hein. Ce sera l'Olympique de Marseille qui sera opposé au Red Bull de Salzbourg. Ce sera ce jeudi 26 avril à partir de 21h05. Il y aura également une autre rencontre. Une rencontre qui va en tout cas faire tomber un des deux favoris entre l'Arsenal et l'Atlético Madrid ce jeudi 26 avril. Avec Arsenal, comme vous le savez, Arsène Wenger quittera le club en fin de saison. Quelle direction va-t-il prendre ? Va-t-il continuer ? On parle du Paris Saint-Germain, pourquoi pas ? Après, il verra en tous les cas. En tout cas, on attend la nomination de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que vous pensez que Marseille peut battre Salzbourg, un club dans lequel Marseille avait eu, un club qui était dans le groupe de Marseille et où les Marseillais avaient eu beaucoup de mal à venir à bout de cette équipe autrichienne du Red Bull Salzbourg, que Peter Zedler, l'entraîneur de Sochaux, connaît bien. D'ailleurs, il a dit que ça serait sans doute du 50-50. Donc, si vous voulez débattre, appelez-nous au 03 81 50 67 51 si vous voulez parler justement de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, également de ce qui va se passer en Europa League. En tout cas, on espère que l'Olympique de Marseille passera et ira jusqu'en finale et pourquoi pas la remporter une fois qu'on est en finale. De toute façon, il faut bien évidemment la jouer, mais surtout la gagner. Et ça fera encore des points UEFA pour la France. Et c'est tout de même assez sympa. Et ça fait longtemps qu'un club n'avait pas eu l'opportunité d'aller en finale. Donc on espère qu'ils battront Salzbourg ce jeudi. Et également le 3 mai. Le match retour aura lieu du côté des Red Bull Salzbourg. Donc il faut que l'Olympique de Marseille empile quelques buts au Vélodrome sans en encaisser. Ça serait une bonne chose avant de se déplacer du côté de Salzbourg et essayer de marquer du côté du club. Eh bien, on va passer cette fois-ci à la Ligue 1. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans notre championnat avec cette 34e journée où les choses se resserrent en tous les cas en tête de classement et également en bas de classement. On va tout de suite prendre le générique de la Ligue 1. C'est parti, on parle Ligue 1 cette fois-ci. On va revenir dans notre championnat avec cette 34e journée qui avait lieu ce vendredi avec deux matchs avancés. Un match qui avait lieu à 19h30 qui comptait bien évidemment pour cette 34e journée. Tout d'abord Nantes qui recevait Rennes et c'est Nantes qui ouvre la marque par Adrien Thomasson à la 42e minute de jeu avant que Rennes n'égalise à la 81e avec Siliki qui a inscrit le but de l'égalisation pour cette équipe bretonne. On va entendre la réaction de Claudio Ranieri qui lui, alors il revient en fait sur les joueurs quand ils se font tacler et qui souvent font des cris énormes pour certains. Donc ça s'apparente plus certaines fois à du spectacle. Et lui justement, il revient là-dessus et il dit les joueurs en France lors d'un tacle crient comme s'ils allaient mourir. Et Sabri Lamouchi qui lui revient sur la performance de son équipe et qui dit simplement on n'a pas été bon techniquement, on a été trop faible. Je pense que l'arbitre était un peu sévère avec nous parce qu'il est deuxième
carton jaune. Et en France, les joueurs font toujours comme ça. Chaque contrat, chaque tackle, il va mourir. Et l'arbitre donne les cartons jaunes. Mais non seulement ce soir, c'est une chose que je veux tous les matchs. Et je pense qu'il était un peu sévère avec nous. Pour résumer ce match, repartir avec un point, je ne pense pas que ce soit un hold-up. On n'est pas bien rentré dans ce match. J'ai trouvé niveau technique très faible, peu de jeu. En tout cas, concernant mon équipe en première mi-temps, on n'a été pas reconnaissable. On n'a pas fait 3 passes d'affilée. On a peut-être été pris par l'émotion. On prend le but alors qu'on s'est créé la première occasion avec Morgan Almafitano. On prend le but au moment où on était peut-être mieux dans la partie. Et puis on aurait pu en prendre un deuxième juste avant la mi-temps. On aurait pu en prendre un deuxième juste avant la mi-temps, mais ce deuxième, en tous les cas, n'est pas arrivé. Et ça permet à Rennes de prendre un petit point. Et forcément, ça ne suffit pas au bonheur de Sabri Lamouchi. Allez, on part cette fois-ci à la rencontre qui avait lieu à partir de 21h. C'était pas très loin de chez nous. C'était au stade Gaston Gérard. Et c'était Dijon qui recevait les Lyonnais de Bruno Genesio. Alors un match où il y a eu beaucoup de choses à dire en tous les cas. Avec tout d'abord ce but qui arrive rapidement par Memphis Depay à la 4e minute de jeu. Ensuite, après, c'est une belle frappe de Naïm Sliti à la 26e qui permet à Dijon de revenir dans cette partie. Ensuite, c'est Oussem Aouar à la 50e minute de jeu qui offre le 2-1 pour cette équipe de Lyon. Mais Nabil Fekir à la 53e lui offre le 3e but pour Lyon, ce qui fait 3-1. Ensuite, Sliti à la 55e réduit le score, 3-2. On se dit que Dijon va pouvoir revenir dans cette partie, surtout qu'il y a on va dire, on verra les réactions tout à l'heure. Olivier Dalloglio lui se plaignait de 2 pénaltys non sifflés. Moi je dirais qu'il y en a déjà un de sûr sur Wesley Saïd qui aurait dû être sifflé par l'arbitre de cette rencontre. Et ensuite c'est Bertrand Traoré à la 77e minute de jeu et Maxwell Cornet à la 82e qui parachève le succès de Lyon. 5-2, c'est sévère pour cette équipe de Dijon tout de même, car elle a fait un excellent match avec une équipe qui va de l'avant, mais en face, Lyon était d'un niveau quand même supérieur dans tous les domaines. Mais c'est vrai que dès la 4e minute de jeu, on s'handicape en prenant ce but rapidement, et c'est sûr qu'après, il faut courir après le score. Et face à une équipe de Lyon qui devait s'imposer pour justement mettre encore un peu plus de pression sur Marseille et surtout sur Monaco qui ne va pas très bien en ce moment. En tout cas, les hommes de Bruno Genesio ont livré une belle rencontre. On va écouter les réactions justement de l'entraîneur de Dijon, qui lui revient un peu sur l'arbitrage, car il considère que son club est pas très bien considéré au niveau de l'arbitrage. Et Bruno Genesio lui dit on a dominé cette rencontre, mais on n'a pas été assez tueur dans des zones bien définies. Après, il y a effectivement des faits de jeu. Des faits de jeu, mais en ce moment, les faits de jeu, on en a pas mal. Parfois, on sent qu'on est un tout petit club. Voilà, on le ressent. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, j'aime pas trop le dire, mais là, c'était clair, net et précis. Voilà, on a bien compris. Parce qu'en fait, il y a quand même un penalty qui est flagrant. Il y a une grosse faute en plus. Ça mérite un jaune, qui veut dire rouge derrière. Donc l'arbitre, il le sait. Je vous laisse finir la phrase. Parce que sinon, sinon après moi je vais être convoqué et j'ai pas envie d'aller encore, puis j'ai pas envie de me plaindre. Mais voilà, je pense que vous avez vu autant que nous ce qui s'est passé. On peut dire que pour nous ça s'équilibre pas, effectivement. Quand on fait le compte, on a eu énormément de pénaltys, de notre faute d'ailleurs, parce que je crois qu'on est à 13 pénaltys contre nous. On nous fait aucun cadeau, vraiment aucun cadeau. On dit souvent ça s'équilibre pas, c'est faux pour nous. C'est difficile de rentrer dans un vestiaire à la fin du match et de voir mes joueurs qui ont tout donné, qui ont des crampes, qui se sont blessés et qui à l'arrivée se sentent frustrés, se sentent volés. Aujourd'hui, c'est le sentiment aussi que l'on a. Le score aurait pu être un peu plus lourd. Peut-être que Dijon aurait pu rajouter même un but, donc ça aurait pu faire un score assez bizarre, mais on doit être plus efficace encore et surtout éviter les erreurs qui à chaque fois redonnent confiance à l'adversaire et relance l'adversaire dans un match qu'on maîtrisait complètement. Facilement l'occasion de mener par 2 ou 3 buts d'écart. Malheureusement, on ne le fait pas et
comme souvent, l'équipe adverse en profite sur une des rares occasions qu'elle a eues. Il nous a manqué, je pense, un peu d'agressivité, d'efficacité pour faire beaucoup mieux. Bah oui, pour faire beaucoup mieux, mais en tout cas, cette équipe de Lyon prend les 3 points très importants. Alors, vous connaissez bien sûr Jean-Michel Aulas, mais là, il s'en est pris en fait à l'Olympique de Marseille. Hein. Vous savez que le club lyonnais est en lutte pour une place en Ligue des Champions avec justement le club marseillais. Et le boss rhodanien s'en est pris à l'OM dans une série de tweets, car il aime bien tweeter, Jean-Michel Aulas. Et bien évidemment, il a tweeté en direction de Rudy Garcia. Voilà ce qu'il met. Il met le manque de respect du coach de l'OM envers le corps arbitral est démoniaque. À force de critiquer tous les matchs, même quand il bénéficie de faits de jeu favorables, il jette le trouble car il est très rarement sanctionné, comme Rami pour les incidents OM Lens. Alors c'est justement ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, et voilà ce qu'il dit aussi. Quelle outrecuidance, monsieur Garcia, l'image de l'attitude d'André-Franck Zambo Anguissa et de Dimitri Payet, Rami Ocampos Mandanda pendant les échauffourées. Les échauffourées qui a eu lieu entre Marseille et Lyon lors du match au stade Vélodrome. Alors vous nous prenez, nous les consultants, la LFP, pour demeurer, à ajouter Aulas, qui bien évidemment ne critique jamais l'arbitrage. Bon, après chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, Jean-Michel Aulas, il y avait quand même un penalty qui aurait dû être sifflé en faveur de Dijon du côté du stade Gaston Gérard, ça c'est certain. Allez, on va partir cette fois-ci sur les rencontres qui avaient lieu ce samedi. Avec justement, on va parler de l'Olympique de Marseille qui recevait une équipe de Lille en proie au doute, qui doit absolument se sortir de la situation où elle se trouve. Et c'est finalement Marseille qui va s'imposer très largement dans cette rencontre. 5-1. Tout d'abord, ça commence dès la 12e minute de jeu par Thauvin qui est en forme en ce moment. Le même joueur va signer un doublé à la 30e minute de jeu sur penalty. Ensuite, c'est Mitroglou, qui marque 2 fois, dont un très beau but à la 35e et 38e minute de jeu. Et Benzia, lui, va réduire un petit peu le score à 4-1 à la 54e minute de jeu. Et c'est finalement Lucas Ocampos à la 68e qui donne un avantage conséquent à cette équipe de Marseille qui va s'imposer 5-1. On va écouter la réaction de Rudy Garcia. Alors il dit qu'il reste 4 matchs et un vrai esprit d'équipe à l'image de Dimitri Payet qui avait laissé le soin à Florian Thauvin de tirer le penalty. On voit qu'il y a une bonne entente dans cette équipe de Marseille et c'est peut-être pour ça aussi que les résultats sont bons du côté du stade de Vélodrome. Et Christophe Galtier, lui, s'il pouvait aller du côté de la Bonne Mère à faire des prières, il le ferait. Et il dit « Je garde la foi, mais c'est très, très, très difficile. » Écoute, il reste 4 matchs de championnat et j'espère 3 matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, on veut mettre ce qu'on met sur le terrain en ce moment. Voilà, beaucoup d'enthousiasme et puis du talent aussi, de l'esprit d'équipe. On l'a encore vu ce soir, à l'image d'un Dimitri Payet qui laisse sa place de tireur de penalty à Flo Thauvin. Ce sont des signes vraiment importants dans une équipe qui a envie de gagner ensemble et des top joueurs qui savent qu'on n'est jamais plus fort que quand on joue les uns avec les autres. Donc c'est la force de l'Olympique de Marseille cette saison, pas que en cette fin de saison. Garde la foi, c'est difficile. Intérieurement, c'est très très difficile. Mais je garde la foi, oui. Je garde la foi. Il faudra battre Metz et on sera toujours en vie. Il faut... mais je garde la foi. Après, vous dire que c'est agréable, non, c'est très désagréable. Vous dire que c'est difficile, c'est très dur. Je suis là, bien là. Il faut garder le cap et y croire. Continuer à travailler, essayer de trouver de meilleures solutions, essayer de trouver chaque semaine des raisons d'espérer et d'y croire. Des raisons d'espérer et d'y croire pour Christophe Galtier. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément évident car cette équipe de Lille perd une place et se retrouve 19e. Avec 29 points. Et on va parler cette fois-ci d'une équipe du haut de tableau, mais qui, elle, commence à décrocher de façon sérieuse. C'est l'AS Monaco. Depuis ses 7 buts encaissés du côté du Paris Saint-Germain, ça ne va plus trop dans l'équipe monégasque, à tel point qu'en fin de rencontre, mais déjà je vais vous donner le résultat de cette rencontre, c'est Guingamp qui s'impose 3-1.
Tout d'abord, dès la 22e minute de jeu sur penalty, Jimmy Briand ouvre le score pour les Bretons. Ensuite, Étienne Didot, à la 34e minute de jeu, va offrir un avantage encore un peu plus conséquent à cette équipe de Guingamp, 2-0. Ensuite, c'est quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, c'est Marcus Thuram qui, à la 47e minute de jeu, inscrit le 3-0. Non, vous ne rêvez pas, 3-0. Et c'est finalement Almami Touré qui, à la 63e minute de jeu, va réduire le score pour cette équipe de Monaco, mais qui ne reviendra jamais dans cette partie. Et ça fait 3-1. Je pense que M. Vassiliev ne va pas être satisfait du tout, lui qui avait demandé une réaction d'orgueil de ses hommes du côté de Guingamp. Ça fait 10 buts pris en 2 matchs. Je pense que ça doit commencer à grincer les dents. On a même vu en fin de match les supporters de Monaco qui ont en tout cas demandé des explications aux joueurs. Et c'est Camille Glick qui est venu s'expliquer avec les supporters, d'autres joueurs également. C'est sûr que ça va pas très bien du côté de Monaco. Et on va entendre tout de suite la réaction d'Antoine Camboré qui lui dit j'ai vécu une soirée de rêve. Et Leonardo Jardim, on doit faire beaucoup mieux, surtout si on veut, la seconde place, c'est sûr que c'est mal barré. Qu'on a reçu donc à l'aller, que j'espérais fortement, voilà, parce que je l'ai dit aux joueurs donc avant l'entame de ce match, c'est qu'il fallait ne rien oublier donc de ce 6-0 qu'on a reçu donc à l'aller. Pour nous tous, aujourd'hui c'était l'occasion rêvée donc de prendre une revanche. C'est dans cet esprit qu'on a abordé ce match-là et les objectifs, il fallait surtout faire une grosse entame de match, faire un très gros pressing, voilà, et puis surtout ne pas les mettre dans le confort donc de ressortir, de jouer. Voilà, c'était en gros, excusez-moi du terme, mais c'était de les prendre à la gorge et ne plus les lâcher. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je suis bien sûr un entraîneur comblé et puis fier de la prestation de mes joueurs ce soir. Besoin de changer notre attitude, de besoin de donner plus, ne pas seulement dire que je suis joueur de Monaco, besoin aussi de démontrer pour le terrain que nous avons fin de jouer bien, fin de travailler nos limites et fin de gagner. C'est ça une chose que pour moi c'est très important, avoir faim. De faire bien les choses. N'est pas autre chose plus importante que AS Monaco. La chose plus importante, c'est AS Monaco et nous avons besoin d'une attitude forte pour réussir cet objectif de deuxième place. Cet objectif de deuxième place, comme dit Leonardo Jardim, avoir faim. Mais les joueurs de Monaco ont-ils encore faim ? C'est bien la question. Et en tout cas, à force de ne pas avoir faim, cette équipe de Monaco est toujours deuxième avec 70 points. Mais avec cette équipe de Lyon qui est troisième avec 69 points et Marseille également quatrième avec 69 points, il n'y a plus qu'un point d'écart. Donc attention à Monaco, encore 2-3 résultats comme ça et il pourrait très bien perdre, même moins de 2-3 résultats dans l'avenir, il pourrait très bien perdre la deuxième place qualificative en Ligue des Champions. Donc attention parce que Lyon revient fort, Marseille revient fort également, Marseille sera peut-être un peu émoussé par son parcours en Coupe d'Europe, mais attention à ces deux équipes et Monaco semble lâcher des points et en tout cas dans le jeu c'était fantomatique cette équipe. On va enchaîner cette fois-ci, on va partir, on va descendre un petit peu plus bas dans le sud-ouest et on va aller du côté de Toulouse. Toulouse qui a grandement besoin de points et Toulouse qui va prendre des points face à Angers. En tout cas, ils vont en prendre 3. Avec tout d'abord le premier but de Yaya Sanogo à la 42e minute de jeu, suivi de Max Gradel sur penalty à la 60e minute de jeu. Et ça suffit au bonheur des Toulousains face à une équipe d'Angers qui n'était pas au niveau ce samedi soir. Et finalement, c'est les hommes de Michael Debève qui vont prendre 3 points. On va justement entendre la réaction de l'entraîneur toulousain qui dit on a pris 3 points, il en reste 6 cette semaine. Et Stéphane Moulin qui lui rappelle une statistique, quand on a 60% de possession de balles, on perd et là on a perdu. Il a en tout cas raison. Compenser des efforts qu'on a fait. C'était pas un match facile face à une équipe, on le savait, bien préparée, bien organisée. Donc le match était un petit peu difficile sur les 20-25 premières minutes pour nous. On a réussi en étant patient
à récupérer un petit peu le ballon un petit peu plus vite et à partir de ce moment-là, sur les quelques rares occasions qu'on a pu avoir, être efficace. Donc efficace sur le plan défensif et parce qu'on n'a pas concédé d'occasion et efficace offensivement avec de beaux enchaînements. Donc une belle victoire qui fait du bien et 3 points mérités. Oui. Le premier message, c'est de les féliciter pour la victoire parce qu'ils le méritent, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend et il faut surtout ne pas oublier de les féliciter parce que c'était un beau match et une belle victoire et 3 points qui nous font du bien. Mais on se projette déjà sur le match de Caen. Voilà, c'était l'objectif. 3 matchs dans la semaine, il y a 9 points en jeu, on vient d'en prendre 3, il y en a encore 6 en jeu. Si on fait ce qu'il faut cette semaine, on peut entrevoir le maintien. Maintenant, voilà, c'est la vigilance par rapport à ce match de Caen et surtout maintenant, il faut bien récupérer pour jouer à armes égales contre Caen. Pardon. Moi, quand je regarde les chiffres dans la méthode qu'on a et qui fonctionne, quand on a 60% de possession de balle, c'est souvent qu'on a perdu le match. Et ce soir, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on a 60% de possession de balle. Je dis, nous, souvent en Ligue 1, quand on fait un bon match, voire un très bon match parfois, on n'est pas sûr de le gagner. Par contre, quand on fait un mauvais match, on est certain de le perdre. Donc ce soir, on a perdu. Eh ben, ce soir, on a perdu. En tout cas, la stat de Stéphane Moulin était exacte. On voit qu'il connaît très très bien son équipe, forcément. Et il faut savoir que c'est quand même le deuxième entraîneur le plus ancien en Europe, après Arsène Wenger, qui lui, on compte plus les années du côté d'Arsenal. Mais pour Stéphane Moulin, ça fait plus de 6 ans qu'il est en poste du côté d'Angers. Et avec le petit budget, car il faut rappeler qu'Angers a le 20e budget de Ligue 1, eh bien en tous les cas, il fait du très très bon travail. Allez, on va cette fois-ci s'intéresser à la rencontre entre Amiens et Strasbourg. Amiens qui est monté la saison dernière et qui n'était pas préparé, en tout cas, à monter tout de suite en Ligue 1. Eh bien, en tout cas, cette équipe amiennoise fait des merveilles cette saison en Ligue 1. Et elle s'est imposée en recevant Strasbourg 3-1. Un premier but de Thomas Monconduit à la 45e minute de jeu qui a fait une très très belle partie. Ensuite, c'est Manzala à la 79e minute de jeu. Ensuite, Gaël Kakuta et Idriss Saadi réduira le score à la 90e. Mais en tous les cas, cette équipe d'Amiens s'est sauvée et surtout se maintient en Ligue 1. Et ça, c'est quand même à signaler car c'est vraiment une belle prestation des hommes de Christophe Pélissier qui ont fait un bon parcours cette saison avec forcément des moyens moindres. Mais on parle souvent des budgets qui doivent être énormes, mais il n'y a pas que le budget aussi, il y a aussi la mentalité d'un groupe, la mentalité des joueurs, et en tout cas ce qu'on fait Amiens cette saison est en tout cas superbe. On va écouter justement la réaction de Christophe Pélissier qui lui revient sur ses joueurs. Il dit simplement « J'ai vu 18 joueurs se dépouiller ce soir ». Et Thierry Lauré qui lui dit « On a fait un bon match, mais on a manqué forcément de lucidité ». Il reste encore 4 matchs et c'est pas de vouloir. Parce que si ce soir on dit que voilà, c'est terminé, on a fait le boulot, qu'est-ce qui se passe sur le dernier mois? Moi, ce que je veux, c'est maintenir mon groupe sous pression. Et j'ai jamais parlé sur l'approche du match, et vous l'avez vu sur la conf d'avant-match. J'ai jamais parlé de ce match comme vous en parliez, comme une finale. Et à mes joueurs, je leur disais au contraire que c'était le plaisir de faire les choses ensemble sur ces matchs-là. Et ce soir, ma satisfaction, elle est là. C'est-à-dire que j'ai vu 18 mecs qui se sont dépouillés et j'ai vu une communion avec le public. Et vous savez, ça trompe pas parce que quand le public est derrière son équipe, c'est qu'il se retrouve dans les valeurs de ce que renvoie l'équipe. On dit souvent qu'on râle après le public quand il ne nous soutient pas et tout ça, c'est peut-être qu'on ne fait pas les choses à l'endroit. Donc ma satisfaction, elle est là ce soir. On fait un très bon match. Pourquoi j'expliquerais notre non-match autrement que par la qualité des Amiénois. On fait un très bon match, on était agressif du début à la fin, déterminé, tout ce qu'on n'a pas été. Voilà. On s'est battu, mais on s'est pas bien battu, c'est ça le problème. Il y a des zones où on a manqué de détermination, on a manqué d'agressivité, on a manqué de lucidité aussi. Bah oui, ils ont manqué de lucidité les Strasbourgeois, mais je suis persuadé qu'ils vont se maintenir cette saison. Ils vont, je pense, prendre les points du maintien, sans doute à la Méno. On sait qu'il y a un gros public du côté du stade de la Méno et qui pousse toujours son équipe. Et c'est sans doute là-bas que cette équipe de Strasbourg, enfin c'est mon avis personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça également? Appelez-nous 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Eh bien justement, les points du maintien seront sans doute acquis sur leur terrain. Et Strasbourg qui est 16e avec 34 points, alors qu'Amiens, lui, est 13e avec 40 points.
Allez, on va s'intéresser cette fois-ci au dernier du classement. Je veux parler du FC Metz qui recevait Caen. Et c'est pourtant Metz qui va ouvrir le score à la 71e minute de jeu avec un CSC de Damien Da Silva, le défenseur canet. Alors on se dit que là, Metz avec ses 3 points pouvait revenir à hauteur de Lille, c'est-à-dire 29 points. Mais ensuite, 2 minutes plus tard, eh bien, c'est Deminguet, un tout jeune joueur, à la 73e minute de jeu, qui a fait un retourné dans la surface. Donc si vous n'avez pas vu cette action, je vous conseille d'aller la revoir. Je pense que le jeune joueur va s'en rappeler pendant des années, car c'est un superbe but qu'il met, mais il n'est pas attaqué. Et c'est quand même, c'est peut-être à cause de ça aussi que Metz se retrouve en fin de classement. Il faut être sans doute plus concentré, c'est ce que dira aussi Frédéric Hans justement dans la conférence de presse, mais cette équipe de Metz méritait quand même de remporter cette rencontre, mais ça reste un match de football. C'est justement ce que disait Frédéric Hans qui lui pensait que son équipe méritait la victoire, mais sur l'égalisation on a manqué de justesse. Et Patrice Garand, lui, dit on a mis de la fraîcheur, car il a incorporé de jeunes joueurs également. Je suis satisfait de tout le monde. Ce serait la 15e journée, on dirait, on n'est pas récompensé, et puis c'est quand même, il y a de bonnes choses, et en plus de réussite plus tard, mais c'est vrai que le fait que l'échéance de fin de saison arrive, tu le vis pas de la même manière. Il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire, de manière légitime. Je trouve que ce soit à Rennes ou ce soir, on est très consistant dans ce qu'on fait, que ce soit défensivement, on a concédé peu d'occasions, à part en fin de match, on s'est beaucoup ouvert pour aller chercher la victoire, et offensivement, on s'est créé beaucoup de situations. On a la sensation qu'on mérite de l'emporter. Après, l'égalisation, c'est un grand classique, quoi. On marque, il se passe même dans les matchs de plus haut niveau, il se passe souvent des choses dans la minute qui suit. On n'a pas les bonnes attitudes dans la minute qui suit, que ce soit dans les choix de relance ou dans le placement. Voilà, on est puni. Je trouve que Caen a fait un de ses meilleurs matchs à l'extérieur depuis bien longtemps, avec beaucoup de concentration, beaucoup de solidité. Et nous encore une fois, j'estime qu'on on fait un match très consistant, très équilibré. Et il nous manque peut-être sur nos premières relances plus de spontanéité, plus de justesse pour surprendre plus rapidement l'adversaire. Donc déjà dans un premier temps, je suis satisfait de ce point, même si on aurait pu en prendre plus avec l'action de Fred, mais bon, voilà. Derrière, il y a des situations chaudes où on peut aussi le perdre, mais je suis surtout content d'avoir retrouvé une équipe avec une âme, avec un état d'esprit, et il fallait aujourd'hui avoir beaucoup de mental, parce qu'il y a évidemment une grosse débauche d'énergie sur le match de Paris, avec aussi, comme toujours, un ascenseur émotionnel, tout ça. Donc j'apprécie surtout, c'est ce que les joueurs ont montré et tout ça. Bah oui, c'est ce que les joueurs ont montré, c'est ce qu'a apprécié Patrice Garand, mais en tout cas, je pense que ce jeune joueur de Minguet va s'en rappeler de ce but à la 73e minute de jeu, car il a osé le geste, et en tout cas, il a bien réussi, et c'est parti directement dans les filets messins. On passe cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche. À partir de 15h, il y avait l'OGC Nice qui recevait l'équipe de Montpellier. L'OGC Nice qui est encore en course pour une place européenne, car il faut rappeler que jusqu'à la 6e place, si le Paris Saint-Germain bat les Herbiers en Coupe de France. D'ailleurs, un petit clin d'œil aussi à un ancien joueur du Racing Besançon, Guillaume Decker, qui participera à cette finale, le défenseur des Herbiers. Et il y aura également un ex-socialien, Joachim Eckmeyer, qui lui est le milieu de terrain de cette équipe des Herbiers. En tout cas, bravo à eux deux pour cette qualification. Ils retrouveront bien évidemment le Paris Saint-Germain. Allez, Nice qui recevait Montpellier, et il n'y a eu qu'un but dans cette rencontre, un beau but d'ailleurs, de Pierre-Lys Melou à la 59e minute de jeu, une belle frappe qui trompe le portier de Montpellier, et ça fait 1-0. Bah, ça suffit, hein, vous allez me dire, ça fait 3 points. On va écouter la réaction de Lucien Favre, qui lui trouve que la victoire est entièrement méritée pour son équipe. Et du côté de Montpellier, Michel Derzakarian, jusque son équipe, a été défaillante sur le plan technique. C'était une victoire courte, mais méritée sur l'ensemble du match. Alors, on n'avait pas le choix, je pense, d'après les résultats qu'il y a eu ces derniers 15 jours, le classement, etc. Il fallait gagner. Mais c'était mérité quand même. On a pris les risques qu'il fallait. On n'est pas assez percuté dans les 16 mètres. D'ailleurs, on marque sur un tir de 25 mètres. C'est mérité, je trouve. Déçu d'avoir perdu, bien sûr. Après, on n'a pas
montré grand-chose dans le domaine offensif. Ce soir, on a été trop juste techniquement dans nos choix. Les situations qu'on a en première mi-temps, où on aurait pu être dangereux, on a manqué de justesse, encore une fois, dans les transmissions, dans nos choix de jeu. Défensivement, les joueurs sont bien battus, parce que Nice, c'est une équipe qui manœuvre bien le ballon aussi, même si ce soir ils avaient moins de cannes, je trouvais, que d'habitude, mais il y a de la qualité dans cette équipe et ils ont été supérieurs à nous dans le domaine technique. Ben oui, ils ont été supérieurs à nous, notamment dans le domaine technique, c'est ce que rappelait l'entraîneur de Montpellier, Michel Derzakarian. Alors qu'au classement, Montpellier est 8e avec 46 points. Ils peuvent encore accrocher une place européenne, alors que Nice est 5e avec 50 points. On va s'intéresser cette fois-ci à la deuxième rencontre qui avait lieu à 17h avec l'AS Saint-Étienne, qui est en passe pour une place européenne également, alors qu'elle est partie en début de saison des bas-fonds de cette Ligue 1. Et en tout cas, depuis que Jean-Louis Gasset a repris le club, l'équipe première, en tous les cas, elle n'en finit plus de gagner. Et c'est pourtant 3 qui avaient ouvert le score par Adama Niane dès la 8e minute de jeu. Les Stéphanois sont en tout cas cueillis à froid. Et c'est ensuite un doublé d'un revenant qu'on ne voyait plus trop et qui était à un moment donné pas forcément très bien considéré du côté de Berić. Il n'y arrivait plus à empiler les buts, comme quoi la confiance peut revenir vite. Et c'est lui qui, à la 68e minute de jeu, va offrir l'égalisation à cette équipe de Saint-Étienne. Et 6 minutes plus tard, il va offrir la victoire à Saint-Étienne à la 74e minute de jeu. On va écouter la réaction de Jean-Louis Gasset. Et la réaction également, non pas Jean-Louis Gasset, je me trompe, ça c'est l'entraîneur stéphanois, mais on va écouter plutôt la réaction de Mathieu Debuchy, qui était l'homme en forme jusqu'à maintenant, qui lui dit on a bien maîtrisé cette rencontre. Et on va écouter la réaction de Jean-Louis Garcia qui, lui, n'est pas content, surtout sur l'égalisation. Pour lui, son joueur a été retenu par Berić, donc le but n'aurait pas dû être validé. J'ai pris ce but sur une erreur, donc après on a essayé de pousser un maximum, on a maîtrisé le match dans l'ensemble et on s'est créé pas mal d'occasions, donc c'est bien après les remplaçants et notamment Robert ils ont fait la différence, donc ça fait du bien de gagner ce match difficile et ça nous permet d'être 6e ce soir. Ouais, on savait que les concurrents se rencontraient, donc il fallait le gagner ce match, surtout à domicile aussi, donc on voulait continuer sur notre lancée, ce qu'on a réussi à faire ce soir, donc globalement on est satisfait. On a été assez calme dans le vestiaire. On savait que ça allait finir par passer parce qu'on maîtrisait le match et on se créait beaucoup d'occasions. Donc à un moment donné, on a confiance en nous. On savait qu'on allait avoir les opportunités. On a réussi à les mettre au fond. Donc dans l'ensemble, non, on est resté serein. Sur ce but-là, le but est entaché d'une énorme faute de Berić sur Christophe Herrel. Je suis désolé. Ça, c'est un constat, c'est avéré. Regardez les ralentis. Il le pousse des deux mains dans le dos pour se libérer du marquage. Donc c'est un fait de jeu qui est très important à ce moment-là. J'ai le sentiment que Saint-Étienne pouvait être dangereux sur coup de pied arrêté, mais que dans le jeu, à proprement dit, et malgré la qualité individuelle des joueurs, malgré le changement très offensif de Jean-Louis à la mi-temps, ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions franches. On a du mal à tenir la distance et le score sur la durée de nos matchs. Ça fait encore une très courte défaite au goût amer qui nous laisse beaucoup de regrets, je crois. Ben oui, beaucoup de regrets pour Jean-Louis Garcia. C'est sûr, ça fait plusieurs fois qu'ils mènent au score et qu'ils se font rejoindre puis dépasser. Donc forcément, on a de quoi être déçu. Du côté de Nice, il y a un revenant avec Wesley Sneijder qui lui parle un petit peu du club de Nice et surtout de Lucien Favre. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont recruté. Je suis venu pour jouer. » Et aussi pour rester en contact avec l'équipe nationale néerlandaise, mais ils ont complètement changé de système de jeu. L'entraîneur a soudain voulu autre chose, et ce dès le premier jour où je suis arrivé, a donc lancé le Batave. Et également, il dit, si j'avais su, c'était étrange, j'ai réduit mon salaire de moitié par rapport à ce que je touchais à Galatasaray, juste pour pouvoir jouer encore. Voilà ce que disait Wesley Sneijder suite à son aventure avec
avec cette équipe de Nice qui s'est terminée. Car pour le moment, il a été libéré et il s'est engagé à Al Gharafa au Qatar. On poursuit cette 34e journée de Ligue 1 avec le dernier match de cette journée, avec le Paris Saint-Germain auréolé de son titre de champion de France qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Et c'est finalement Paris qui va s'imposer 1-0 malgré une très belle équipe de Bordeaux. C'est Lo Celso à la 76e minute de jeu qui offre la victoire aux Parisiens. Mais les Parisiens peuvent remercier aussi Alphonse Areola qui a fait un superbe match. On va écouter tout de suite la réaction du côté de Bordeaux de Gustavo Poyet qui lui dit il faut être parfait quand on reçoit le champion de France et le Paris Saint-Germain. Et également Marquinhos qui lui ne tarit pas d'éloges sur ces deux gardiens dont Alphonse Areola. Je suis désolé pour les joueurs parce qu'ils ont fait un gros match, on a changé complètement l'image qu'on a donnée à Paris. Je ne sais pas comment vous regardez les matchs, mais si on parle des occasions, on avait été beaucoup de plus que perdre ces matchs-là. Alors, c'est la sensation que, comme entraîneur, moi, première de tout, je regarde quelle équipe j'ai mis sur le terrain de jeu, pour voir si ça marche bien, si on a bien défendu, si on a bien attaqué, si on a des occasions. C'est beaucoup de choses qui sont positives. Et à la fin, on a perdu le match. Alors, on a manqué cette qualité dernière tir, la qualité des buts qu'il a marqué par exemple. C'est comme ça, quand tu joues contre le champion, je dis il faut être parfait. Je pense qu'on est très bien placé avec les deux gardiens qu'on a. À chaque fois qu'Alphonse joue, il montre ses qualités. Aussi Kevin, quand il joue, il répond toujours présent, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est dur pour un gardien surtout, mais quand il joue bien, il donne de bonnes réponses. Je pense qu'on est très bien avec... c'est pas ça notre problème. Oui, on est très bien, comme dit Marquinhos, avec ses deux bons gardiens. Je vous donne le classement de cette Ligue 1 avec premier Paris Saint-Germain, champion avec 90 points, deuxième Monaco 70 points, troisième Lyon 69, quatrième l'Olympique de Marseille 69, cinquième l'OGC Nice 50 points et sixième Saint-Etienne avec 49 points. En bas de classement, on retrouve 18e Troyes 29 points, 19e Lille 29 points. Et 20e Metz avec 26 points. En classement des buteurs, Cavani est en tête avec 25 buts, suivi de Florian Thauvin, 19 buts. Et Neymar avec 19 buts. On va vous donner le programme des prochaines journées. Ce mercredi 25 avril, on jouera le match en retard de la 33e journée Caen-Toulouse à 18h45. Ce vendredi 27 avril, 35e journée avec Montpellier et Saint-Etienne à 20h45. Le samedi 28, poursuite de cette 35e journée avec à 17h Lyon-Nantes. Les autres rencontres auront lieu à 20h. Strasbourg-Nice, Lille-Metz, Monaco-Amiens, Bordeaux-Dijon, Troyes-Caen. Ce dimanche 29 avril, fin de la 35e journée avec à 15h Rennes-Toulouse, à 17h Angers-Marseille. À 21h, le Paris Saint-Germain qui recevra à Guingamp. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur l'actualité de la Ligue 1. On va maintenant ouvrir la page Ligue 2 avec votre club, le Football Club Sochaux-Montbéliard. Donc appelez-nous, venez nous dire ce que vous avez pensé de la rencontre entre Sochaux et Brest. Un petit débat ce soir. Est-ce que vous pensez encore que Sochaux peut atteindre la 5e place, synonyme de barragiste ? Si oui ou non, appelez-nous, on débattra. Appelez-nous 03 81 50 67 51. Et on en parlera. On va tout de suite lancer le jingle Ligue 2. C'est parti pour la Ligue 2 pour cette 34e journée. Je vais déjà vous récapituler les scores avec Lens et Le Havre qui se quittent sur un match nul 3 buts partout. Le Paris FC est allé s'imposer du côté de Quevilly 4-0. Valenciennes est allé battre Lorient 1-0. Le Gazélec Ajaccio a battu Tours 3-2. Châteauroux a battu Niort 2-1. Bourg-Péronnas a tenu en échec Nîmes 2-2.
Clermont Foot a battu Orléans 4-2. Reims a battu l'AC Ajaccio 1-0 et obtient son billet pour la Ligue 1. Et ce samedi, oui, il y avait Nancy qui avait battu Auxerre 2-1. Il restera un match ce soir avec l'AC Ajaccio qui recevra à partir de 20h45 le Racing Club de Lens. Et donc, bien évidemment, une victoire serait importante pour les Lensois qui sont actuellement en 16e position. Allez, un match dont on n'a pas parlé et dont on va parler longuement, ce sera bien évidemment Sochaux qui recevait Brest au stade Bonal. Et c'est Brest qui va ouvrir le score rapidement grâce à une superbe frappe de Gaëtan Charbonnier dès la 8e minute de jeu. Et ensuite, c'est l'inévitable Aldo Kaloulou sur un centre parfait de Moussa Sao qui n'est pas attaqué par aucun Brestois. Il dépose le ballon sur la tête d'Aldo Kaloulou qui met une tête piquée qui va toucher le sol avant de rebondir dans les buts du portier brestois. Mais ça fait un but partout. Il y a aussi un penalty qui n'a pas été sifflé dans cette rencontre, qui aurait fait les affaires de Sochaux, mais l'arbitre en a décidé autrement. On va écouter tout de suite le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Brest. 3 points d'écart entre Sochaux 9e et Brest 6e, deux équipes qui peuvent toujours accrocher une place de barragiste pour l'accession en Ligue 1 Conforama. Sochaux est à 4 points de la 5e place, Brest à 1 point de la 5e place et Brest qui débute très fort avec un but fantastique de Gaëtan Charbonnier. 8e minute, c'est un de ses premiers ballons et il marque son 5e but de la saison. Une frappe exceptionnelle qui ne laisse aucune chance à Maxence Prévost, le gardien de but de Sochaux. Nouvelle possibilité brestoise avec une reprise de la tête. Cette fois-ci, Prévost s'interpose, il va chercher la balle sous la barre transversale. Le bon début de match est en faveur des Bretons. Sochaux a pourtant l'habitude de bien commencer ses matchs à la maison. Mais là, les Lyonceaux sont menés au score, ils font tout pour revenir. Mais les Brestois ont réussi à s'interposer. Nouvelle chance pour les joueurs de Peter Zeidler. Avec cette possibilité de centre, la reprise de la tête à bout portant. C'est signé Aldo Kaloulou, 23e minute. L'égalisation sochalienne. 9e but pour Kaloulou. Un but partout entre les deux formations. Brest n'a pas longtemps tenu son avantage. Et Gauthier Larsonneur, le gardien de but breton, est déçu. D'autant plus que les Sochaliens insistent. Nouvelle chance. Avec ce tir dans la surface, c'est trop mou pour battre Larsonneur. À la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Un résultat qui ferait bien sûr les affaires des concurrents de ces deux clubs. Il n'y a que la victoire qui permettrait de complètement se relancer vers les places de barragistes. En seconde période, Brest essaye de reprendre les devants. Encore une bonne reprise de la tête. Mais toujours Maxence Prévost qui a le bon réflexe. Toujours une action brestoise. Les joueurs de Jean-Marc Furlan sont plutôt inspirés. Nouvelle occasion pour Charbonnier, encore sauvé par Prévost. Une de plus sur ce centre. Et là, c'est le but contre son camp qui est évité de justesse par des Sochaliens peu inspirés en seconde période. Au final, un but partout entre Sochaux et Brest. Un but partout entre Sochaux et Brest, ça fait qu'un petit point pour les Sochaliens. Alors, est-ce que vous pensez que les barrages sont encore jouables pour cette équipe sochalienne? Appelez-nous 03 81 50 67 51. On va écouter ensuite les réactions du côté de Jean-Marc Furlan du stade brestois et également de Peter Zeidler. On va voir ce qu'ils ont pensé justement de cette rencontre. À des débats qu'on a vu sur le tir. Ouais, c'est difficile, toujours 10 minutes après la fin du match, sans avoir vu la vidéo, donner l'analyse qui est juste. D'abord, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment parler de notre adversaire. Alors, c'était une équipe qui avait vraiment un plan, c'était une équipe qui jouait très bien. Alors, il y avait des schémas, on les a vus. Et après, il y a un adversaire, c'était nous ce soir, on n'était pas toujours là où j'aurais voulu mon équipe, on était trop loin, on les a laissés jouer. C'était comme ça à partir de la 25e, 30e minute. On a fait un bon début. Normalement, on doit mener, je crois. On doit mener 1, 2, voire 3 fois. Et après, je crois, à la 10e minute, il marque. On a quand même égalisé.
oui, il faut analyser. Alors il faut analyser cette nuit, il faut regarder la vidéo. Est-ce qu'on était pas frais? Est-ce que les températures de cette semaine ont joué un rôle? Est-ce qu'on a trop fait à l'entraînement? Oui, je sais pas. Alors là, mais je peux pas être content avec ce qu'on a montré. Ils ont tout donné, bien sûr. Alors on a une équipe qui donne toujours tout, mais alors regardez par exemple notre Jason, le petit, le jeune arrière gauche, il pouvait. Aujourd'hui, c'était pas possible. Alors c'est l'adversaire, mais il y a peut-être aussi d'autres raisons. Comme ça, il y a quand même une déception, mais pour le résultat, on peut rien dire. On aurait pu perdre 1, 2, 3 fois, mais quand je regarde ce fameux penalty ou non penalty, alors on a vu des matchs. J'ai vu un match de Brest il y a 5 semaines à Paris, et ils n'ont pas vu le camp adverse, ils ont gagné 1-0. Alors là, on n'aurait pas volé la victoire, mais eux, ils savaient quand même. Je l'ai vu aussi, beaucoup d'occasions. Comme ça, on n'a pas perdu, on reste sur 5 matchs d'affilée sans défaite, il reste 4 matchs. Les 3 autres ne m'intéressent pas, ce qui m'intéresse c'est Valenciennes, on y joue mardi et eux ils ont gagné à Lorient, comme ça on sait qu'il faut vite récupérer, bien manger, bien dormir, beaucoup dormir et après attaquer le prochain match. Rappelez ça, c'est que ces trucs positifs, c'était vraiment positif. Alors je trouve aussi, alors on voit que l'équipe est en confiance après un super début. Ils sont quand même, comme vous dites, revenus. C'est très très important. L'égalisation, elle était méritée. Après, c'était un peu plus difficile. On a changé le système. Ouais. Est-ce que ça nous a aidé? Peut-être un peu. On avait quand même quelques contres qu'on n'a pas très bien joué, mais regardez Kalulu, il était quand même fatigué avec tout ce qu'il a donné après son retour de blessure. Oui, alors pour jouer comme nous, on veut jouer, il faut être très très frais physiquement. Est-ce que c'était le cas? Point d'interrogation, mais c'est pas la seule raison. Mais il y a toujours, et ça c'est peut-être le plus important, il y a toujours Brest, une équipe. Alors je peux vous donner tous les joueurs, ils savent jouer au foot, ils ont un plan ensemble. Au-dessus en deuxième mi-temps, oui, alors aujourd'hui c'est pas souvent le cas cette saison. Alors mais aujourd'hui parfois, vous avez raison, c'était le cas. Alors on a perdu en confiance, on a reculé, mais dans notre façon de jouer, reculer, c'est pas bien. C'est pas bien, mais on n'était pas capable de défendre en avançant, pas du tout. C'est pour ça que j'étais un peu... on peut pas jouer comme ça, mais aujourd'hui, ça fonctionne pas comme ça. Mais on n'a pas perdu, et le prochain match, c'est mardi. On connaît les matchs comme ça, alors mais oui, dommage, parce que 10 000 spectateurs, j'en ai toujours parlé déjà avant la saison. Ça, c'était notre objectif, d'avoir 10 000 qui nous soutiennent, toujours. 10 000, un peu plus, qui nous soutiennent toujours pendant tout le match. Là, c'est objectif atteint, mais on peut mieux jouer. Mais venez à Valenciennes, regardez s'il y a la grève ou pas. Venez en train, en bus ou en autostop, on va faire un meilleur match. Ouais, je ne parle pas encore de la fin. Aujourd'hui, les limites, je ne sais pas, mais on a eu des grands problèmes. Ça, c'est parfois, on a eu de grands problèmes. Mais demandez à ce monsieur qui a fait la faute il est très heureux là, alors, parce que là, s'il siffle le pénalty, c'est 2-1. Et mon collègue, il aurait pu analyser le 2-1. Alors ça, ils ont gagné des matchs comme ça. Nous aussi, on a parfois gagné à la fin. Mais compliment, là, c'est vraiment très très clair ce que je dis. Grand compliment à Brest. Quand on parle de notre performance, il faut aussi parler de la performance de Stade Brest. Extérieur, c'est un bon objectif. La mission d'un grand chef, le fait qu'on soit au mois d'avril, bientôt au mois de mai, en fin de saison, et que là, on a envie d'engranger beaucoup de points. Oui, c'est un objectif. Faire match nul à l'extérieur, c'est un bon objectif. La mission, c'est toujours de gagner tout. Hein. Mais je le dis souvent aux locaux, là, aux Finistériens, mais faire un match nul à l'extérieur, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, je ne vous cache pas que je suis frustré vis-à-vis de la performance des joueurs, parce qu'ils ont fait une performance à la hauteur de notre niveau, et que par rapport à l'emprise que nous avions sur la rencontre et le nombre d'occasions que nous avons, on est frustré de ne pas avoir claqué ce deuxième but qui nous aurait permis de prendre les 3 points. Voilà. Par rapport à l'emprise permanente que nous avions sur la rencontre, on a eu juste un petit bémol, un petit moment d'hésitation où on prend l'égalisation, mais après, voilà, il y a une maîtrise totale des garçons. Il fallait enlever dans la première mi-temps, c'était un peu plus timoré parce qu'il fallait enlever le match de lundi des jambes et le déplacement, le bus et tout ça, donc il fallait enlever tout ça. Quand on a eu enlevé
se mettre à niveau, après en deuxième mi-temps, une grosse emprise. Donc je suis un peu frustré pour les garçons qui n'aient pas engrangé le maximum de points. Mais c'est une performance qui est à la hauteur du niveau de notre équipe. Le gardien de but, ouais, il était chaud. On a mis, c'est souvent le cas quand ils sont chauds. Ouais, il était chaud et il a sauvé pas mal de situations, c'est vrai. Mais oui, il était chaud, le gardien adverse. C'était Maxence Prévost qui, en tous les cas, a fait de très très bons arrêts, qui a maintenu cette équipe sochalienne à flot. On va parler d'un autre. On va toujours rester bien évidemment sur le plan de Sochaux, mais on va parler aussi du Stade de Reims qui est arrivé en Ligue 1, qui a fait une superbe saison. Il faut pas l'oublier. On va écouter justement ce qui s'est passé du côté de Reims. Et maintenant, et Monsieur Castro qui siffle, c'est fait. Le Stade de Reims remonte en Ligue 1, quatrième fois que le Stade de Reims remonte en Ligue 1, envahissement du terrain bien rapide. Il faudra attendre peut-être quelques secondes pour savoir si le Stade de Reims sera un sacré champion de France de Ligue 2. Oui, Alex Jenke qui est auteur de ce but, cette victoire, vous êtes allé la chercher aujourd'hui devant votre public. C'était difficile quand même face à cette équipe d'Ajaccio, mais ça y est, la fête elle peut être consommée maintenant, vous êtes libérés. Ouais, on a fait un très bon match. Ajaccio aussi a très bien joué. C'était un match très difficile. C'était un bloc très fermé. Eux ne voulaient pas perdre et nous on devait gagner pour être champion aujourd'hui. Et on a marqué un but victorieux et c'est magnifique. Il reste 5 matchs. Il faut faire le record possible. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on imagine qu'il y a des records maintenant qui vont tomber sur le record de victoire, sur le record de points, le record de buts non encaissés. Vous allez essayer d'aller tout grappiller, c'est ça l'idée? Bon, on va essayer d'aller tout chercher. Aujourd'hui, on a gagné, on monte en Ligue 1 et on va tout faire pour battre les records qui restent, c'est-à-dire mettre plus de points possible, marquer le nombre de buts possible et encaisser moins de buts possible aussi. Je sais que vous êtes à chaud, mais c'était quoi la clé dans cette équipe de Reims? Qu'est-ce qui a fait la différence tout au long de la saison? C'est une équipe, c'est une famille. Les anciens et les jeunes, tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de clan à gauche, à droite, tout le monde est ensemble, tout le monde est réuni. Même le staff est avec nous et c'est ça qui fait notre force cette année. Merci, bravo, merci à vous. Merci à vous aussi. Et vous montez en Ligue 1, vous êtes champion, enfin voilà, on a parlé des records qui vont essayer d'être battus, mais peut-être que vous avez une dédicace ce soir, quelque chose de particulier sur le cœur par rapport à cette saison. La soirée idéale pour nous, c'est la soirée qu'on avait rêvée. Depuis le 23 juin, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs, on souhaitait cette soirée-là, elle est merveilleuse. On partage des émotions fortes avec notre public, avec nos joueurs, notre staff. J'ai envie de remercier bien sûr tout le monde. Je ne vais pas être très original, mais merci à mon staff, merci à mes joueurs, merci à ma direction qui m'a fait confiance. Et c'est vrai qu'on vit une très belle soirée. On sent beaucoup d'émotions dans votre voix. On vous voit aussi sourire, vous lâcher. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, même si ça gagnait. Vous aviez toujours un petit frein à main derrière vous, on avait l'impression. C'est toujours bien quand mathématiquement c'est fait. Et puis c'est vrai qu'on avait envie vraiment de partager ce moment-là chez nous. Donc partagez ce moment-là chez vous. Partagez ce moment-là tous ensemble dans notre... Alors oui, vous inquiétez pas. Bon, forcément, l'interview a été un petit peu compliquée avec le journaliste de beIN Sport. Bien évidemment, c'était la fête du côté de Reims. En tout cas, bravo à cette équipe de Reims. Bravo à David Guillon, parce que c'est l'entraîneur de cette belle équipe et qui, en tout cas, reviendra en Ligue 1 la saison prochaine. On espère que dans peu de temps, ce sera autour de Sochaux. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. En croisant tous les doigts, même les doigts de pied. N'est-ce pas, Alexis de Freitas? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, ça va et vous? Bah, nickel, parfaitement bien. Bon, c'est une belle équipe quand même, cette équipe de Reims. Oui, bah, c'est pour une équipe qui, on peut utiliser le mot, a survolé le championnat, selon moi. C'est ça. C'est complet à chaque ligne, à l'image de ses attaquants qui sont très impressionnants. Derrière, c'est solide, puis il y a du talent au milieu, il y a des individualités, puis c'est surtout un bon collectif, avec des remplaçants qui ne font pas la tête d'être sur le banc et qui sont capables également d'être décisifs à leur entrée. Donc c'est bien pour cette équipe qui le mérite. Et puis on pense aussi à Marvin Martin qui, même s'il est blessé actuellement, il va revenir le week-end prochain normalement, a fait partie de cette belle aventure.
C'est vrai, tu l'as très bien dit, avec des joueurs qui sont sur le banc et qui ne font pas la tête. Et c'est ça aussi l'important dans un groupe, c'est que ceux qui sont sur le banc, ils amènent aussi, et c'est tout un groupe, tout un staff, et bien sûr, on compte les dirigeants et tous les éducateurs, car il y avait beaucoup aussi de jeunes joueurs dans cette équipe rémoise. Mais là, tu es venu pour nous parler justement des jeunes joueurs et de ce qui s'est passé ce week-end pour les différentes équipes du FCSM. Bah oui, donc les 4 équipes étaient concernées. On va commencer rapidement par la réserve. Donc la réserve, un match sans pour la réserve, c'est comme ça que je résumerai le match. Donc pour parler du 11, rapidement, pas trop de surprise, c'est un 4-2-3-1. Long est toujours le gardien de but. Saint-Fleur est latéral droit, puisque Mbakata va jouer ailier droit sur ce match. La charnière centrale, c'est Nadji Josepho. À gauche, Senzemba. Les milieux défensifs, Rosier Septier. Devant, donc à côté de Mbakata, on retrouve Actas au centre et Macalou sur l'aile gauche. Clément Payan est seul en pointe. Un match où, donc, comme je l'ai dit, ça va pas être bon, surtout au niveau de la chance, notamment, puisqu'on va concéder tout d'abord le but sur la première occasion serroise. Bon, la première occasion qui arrive entre la première et la deuxième minute. Donc, dans un match où on joue un concurrent pour la montée, on concède un but très rapidement. Donc, c'est difficile. On se met logiquement dans une situation compliquée. Après cela, va arriver 2 changements sur blessure de notre côté. Donc, ça ne va pas faciliter les plans de Marda, puisque Johan Septier, dans un premier temps, va sortir. Ça serait la cheville pour lui. Tandis que Nicolas Senzemba va le suivre. Lui, c'est la chaleur qu'il n'a pas supportée, donc il était malade. À savoir donc que C'est vrai qu'il faisait très chaud. Faut souligner qu'il faisait très très chaud et beau. Je pense que c'est aussi le changement de température. Ça joue pas à la fois, pas que sur les sportifs, mais sur tout le monde. Oui, ça joue sur tout le monde. Passer du chaud au froid avec de telles températures, c'est vrai que ça ne doit pas être facile, surtout pour eux. Je te confirme, ça joue sur tout le monde. Donc oui, comme on le disait, Johan Septier et Nicolas Senzemba contraints de céder leur place avant la mi-temps. Donc avant la mi-temps, on a un but de retard, mais on a également 2 changements de réalité de force. Donc c'est forcément compliqué. Et c'est surtout qu'on va continuer à y croire la deuxième mi-temps. Et encore la malchance contre nous, puisque l'arbitre va désigner un penalty pour Sochaux à la 80e. Un penalty sur, il me semble, c'est Laurence Rosier qui va le provoquer pour son retour dans le 11. Il me semble que c'est lui de tête. Et c'est assez confus, puisque l'arbitre va désigner le point de penalty et va finalement revenir sur sa décision en annulant le penalty. Donc c'est compliqué. On n'a pas trop compris la décision. Il semble que sur l'action, Laurence Rosier aurait peut-être, selon moi, dû obtenir le penalty. En fait, il est accroché par le maillot dans la surface, et l'arbitre avait pris cette décision avant de revenir dessus. Alors, du coup, c'est son choix, on va pas le contester plus longtemps. Mais c'est vrai que oui, c'était un match avec beaucoup de scénarios cruels, que ce soit sur le but encaissé rapidement, les blessures, et ce penalty à 10 minutes de la fin refusé. Donc, dans tous les cas, ça ne fait pas nos affaires, logiquement, puisqu'on perd contre un concurrent direct, et donc on s'éloigne de cette montée, puisqu'on reste... je ne vais pas compter Dijon qui est premier avec 51 points, puisqu'ils ne pourront pas monter en National 2, même s'ils finissent premier. Donc, on va surtout compter le Racing Besançon qui est deuxième et qui a 49 points. Sochaux en a 44, et donc ça nous fait 5 points à recoller. C'est compliqué, donc c'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne opération. Et du coup, Auxerre devient 3e avec 48 points. Donc c'est vrai que il y a des concurrents comme Guignon qui nous est repassé devant par exemple. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne opération. Il va falloir vraiment sprinter pour essayer d'obtenir cette montée, même qui paraît très compliqué au vu du nombre de concurrents et de leur solidité qui sont devant nous. C'est vrai. Et sinon, donc après les matchs de dimanche, c'était plus joyeux puisqu'on va faire un 3 sur 3 victoires en 3 matchs. On va commencer par le U15 qui jouait qui jouait à la même heure, mais avec un match qui joue 81 minutes comme dans le championnat U15. Donc le U15 qui eux ont conservé leur première place, cette fois contre le DFCO.
le concurrent direct de ce groupe. Donc cette fois, c'est nous qui sommes devant eux avec 2 points d'avance. Et donc les U15 qui affrontaient le FC Vesoul. Un match, j'ai envie de dire un match sans réelle rivalité puisque l'équipe s'est imposée 8-0. Donc pour parler de la physionomie du match, c'est Adrien Delpis qui va ouvrir le score avant que Clément Rafoul, Noah Pavillard et un but contre son camp portent le score à 4-0. Ensuite, on va signaler une très belle prestation de Matteo Sanchez qui, entré en deuxième période, va avoir le temps d'inscrire un quadruplé en 40 minutes. Donc c'est une très belle performance, mais c'est pas étonnant puisque à la base c'est un titulaire de cette belle équipe. Donc très belle performance du UCAS qui confirme leur belle série. En parlant de belle série, on va maintenant parler des U17. Les U17 qui étaient également sur une belle série avant le match à Brétigny, puisqu'on le rappelle, ils sont invaincus depuis 8 matchs, précisément 7 victoires et 1 nul. Donc une très belle série, mais c'est depuis la trêve, on en parlait déjà il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils sont vraiment bien revenus et je pense que soit un début de championnat compliqué, expliqué par le changement d'entraîneur selon moi, et donc la perte de temps dans la connaissance du groupe et donc la connaissance entre joueurs et coach, je pense qu'on aurait pu espérer être premier dans ce groupe, mais néanmoins, donc pour parler de ce match, on avait un déplacement à Brétigny. Brétigny, une très belle équipe, c'est toujours compliqué de jouer contre eux. Eh bien, on s'est imposé 3-2. Donc, ce qu'on peut retenir sur ce match, c'est qu'on a encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc ça, c'est on va dire le petit point négatif. Mais surtout, l'important, c'est qu'on marque 3 buts. Donc, les buteurs, Gerko Sambia, qui a inscrit le premier but sur la première phase décisive de Benoît Meudre. Benoît Meudre qui était titulaire cette fois. Et donc, les 2 autres, Wiltord Antonio et Rasmus Ndiaye. Un match où notre capitaine Lucien Agoumet était absent puisqu'il était avec les U19, logiquement récompensé, puisque c'est vrai que là on arrive à la fin de saison, toutes les équipes sont maintenues, la plupart n'ont plus rien à jouer. Les U15 jouent évidemment la première place, mais bon, les U17 et les U19 n'ont plus rien à jouer et la réserve va logiquement se voir renforcée par les meilleurs U19, les U19 vont se voir renforcés par les meilleurs U17, etc. Donc Agoumet, capitaine des U17, meilleur passeur, était logiquement envoyé en U19, tout comme on ne l'a pas signalé, mais en réserve, on a notamment vu la présence de Boris Moltenis, qui a connu sa première entrée. Donc Boris Moltenis, le capitaine des U19, et vraiment le patron de la défense de cette équipe. Et donc, pour parler des U19, puisqu'on en parlait de Lucien Agoumet qui avait rejoint cette équipe pour ce week-end, et ben les U19 sont aussi imposés 1-0 contre Torcy. Ça paraît pas une grosse performance quand j'en parle comme ça, mais si on voit le scénario, il faut savoir qu'au bout de 15 minutes, on a pris un rouge. Donc ça veut dire qu'on a réussi à tenir plus de 75 minutes, presque 80 je crois de tête, contre cette belle équipe de Torcy et surtout faire la différence. Une différence qui s'est faite par Romain San, auteur d'un très bon centre, donc Romain San qui est devenu le meilleur passeur de notre catégorie 19, pour le capitaine Boris Moltenis, encore lui, donc ce défenseur central qui était entré en cours de jeu en National 3 était bien présent en U19 et c'est encore lui qui fait la différence. Donc pour un défenseur central, il a des stats dignes d'un attaquant, donc il pèse à la fois sur la défense et sur l'attaque, puisque si je ne dis pas de bêtises, Boris Moltenis c'est 7 buts en championnat, plus 3 en Gambardella, il me semble que ce soit une dizaine de buts. Je crois qu'il est deuxième meilleur passeur derrière D'Ambrosio, le buteur logique de cette catégorie. Donc oui, une très belle performance des U19, puisque en plus c'était M. Jaziri qui s'était fait expulser, donc un joueur d'expérience dans ce 11, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait notamment Guyot qui a fait sa première rentrée en U19 cette saison. Il y avait Agoumet qui était titulaire, le capitaine U17, qui était titulaire au milieu de terrain U19. Il y avait... Franchement, c'est logique. On récompense comme chaque saison les meilleurs dans les catégories plus haut afin de leur donner du temps de jeu, afin qu'ils puissent anticiper les années à venir, puisque ça leur permet de voir la différence entre les niveaux et ce qu'ils doivent travailler. Donc c'est bien que les joueurs comme Moltenis, Agoumet, etc. jouent dans les catégories plus haut. Et puis nous, c'est l'avantage de s'être déjà maintenu. Bon, c'est logique, le maintien, c'est vrai que c'est le premier objectif, certes, mais bon, un objectif, on va dire, assez facilement réalisable.
Et donc, ce week-end, c'était un bon week-end si on fait la conclusion avec 3 victoires et une défaite. Mais bon, défaite qui... C'est vrai, forcément, on a des regrets parce que c'était peut-être le match le plus important en termes de montée pour la montée en National 2. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu. Alors, je pense qu'on aurait mérité mieux, même si on a eu des belles occasions. Mais bon, avec tous les scénarios qu'il y a eu, je pense qu'on méritait au moins un match nul. Voilà pour le week-end. Eh bien oui, au moins un match nul, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai que cette équipe de Sochaux en National 3 laisse filer du terrain. Et c'est vrai qu'il y aura un gros match ici à Besançon la semaine prochaine, non, ce samedi du côté du Stade de Lagrange avec le Racing Besançon qui est actuellement leader, qui va recevoir Guignon, qui est l'équipe en forme de cette fin de championnat, tout comme le Racing Besançon également. Donc ça va être en tous les cas un beau duel à suivre. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a de très bonnes équipes dans ce groupe. Il y a le Racing, il y a Auxerre, Pontarlier. On en parlait un peu moins ces derniers temps, puisqu'ils étaient sur une mauvaise série, mais ils reviennent petit à petit. Guignon, qui eux, c'est l'inverse, ils sont très bien revenus. Puis derrière, même derrière Sochaux, c'est vrai que Louan-Cuiseaux, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut compter qu'ils ont 2 matchs de retard sur les équipes du haut de tableau et qu'ils sont à 9 points du Racing. Donc avec 2 matchs, il suffit qu'ils gagnent leurs 2 matchs et ils viennent à 3 points du Racing. Donc ils peuvent également se proposer à la montée. Donc c'est vraiment un groupe serré où il y a des équipes, pas forcément des équipes où ils ont un centre de formation professionnelle, mais des équipes qu'on connu à l'image de Guignon, qu'on connu les belles années en pro, donc forcément ils ambitionnent d'y revenir. Pontarlier, c'est costaud, on les a déjà vus en coupe. Le Racing Besançon, c'est très connu pour Sochaux puisqu'il y a beaucoup d'anciens qui passent ou qui jouent encore dans ce club. C'est vrai que c'est pas un groupe facile. Non, c'est vrai que ça va être compliqué. En tout cas, ça va promettre du suspense jusqu'à la fin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Alexis pour toutes ces infos. On va parler après du fameux Baskonia Alaves. Tu te rappelles, on en avait parlé la semaine dernière. Moi, j'ai quelques petites infos justement sur un peu... en fait, c'est un groupe d'entreprises apparemment. Donc, qui est dirigé par un ancien joueur de basket, qui est le président d'ailleurs du club de basket, qui est l'un des meilleurs clubs européens. Et en fait, il veut lui faire la même chose avec le club de foot, parce qu'il faut savoir qu'en 2011, le club de l'Aves a connu de gros soucis économiques. Et c'est pour ça qu'ils ont repris ce club d'Alaves. Voilà, on a quelques pistes en tout cas, mais après, on verra si Monsieur Lee est vendeur ou pas du tout. Après, ça les regardera. Mais en tout cas, on a quelques petites infos justement sur les questions qu'on se posait la semaine dernière. Eh ben, merci beaucoup Alexis. On te retrouve sans doute la semaine prochaine. Pour 4 matchs encore, toutes les catégories seront concernées. D'ailleurs, il y aura le dernier match de championnat U17 pour notre catégorie, puisque nous ne ferons pas les playoffs. Nous sommes 4e, donc c'est un match qui peut être intéressant à aller voir pour les supporters qui veulent s'y déplacer. C'est le dernier match de la saison, donc pour en parler rapidement, ça sera contre Nancy en plus. Et ça sera où exactement ? Très belle affiche. Et donc ça sera le week-end prochain, et c'est en plus à Sochaux, donc à domicile. Nancy est 3e, Sochaux est 4e. Alors pour ceux qui veulent aller voir le dernier match du U17 cette saison, ça vaudra le coup, je pense. Et ben voilà, en tout cas, l'annonce est faite. Donc, si vous êtes du côté de Sochaux, vous voulez aller voir les U17 pour leur dernier match, eh bien, allez-y. Merci beaucoup, Alexis. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Oui, bonne semaine et à bientôt. Salut. C'était Alexis de Freitas qui nous parlait justement des jeunes du FCSM. Alors, il y aura un match ce mardi, parce que Sochaux va rejouer dès ce mardi soir. Ils vont jouer aux Sochaliens, ils vont jouer du côté de Valenciennes qui est en forme, en tout cas qui sort d'un bon résultat face à Lorient 1-0. On va prendre justement un auditeur et on va le mettre directement sur la table, car mon standardiste n'est pas là ce soir et on doit tout faire. Bonsoir. Salut Fred. Bonsoir Lionel, comment ça va ? Ah, ça va ? Ça va ? Oh, c'est un petit ça va là. Non, c'est la chaleur qui... non, ça va. D'accord. Bon alors, ce match, nos Sochaliens contre Brest... on laisse encore filer des points, quoi. On laisse filer des points. Bon, la question du barrage, on y pense, on n'y pense plus, c'est fini ? Non, moi je dis c'est fini. Non. Toi, tu dis c'est fini, c'est terminé ? Ah oui, faut pas rêver, non.
On laisse trop échapper de points, tu verras, on laisse trop échapper de points. Il reste 4 matchs, on ne gagnera pas les 4 matchs. Ah bah là on est à 5 points maintenant de Châteauroux, hein, qui est actuellement 5e avec 57 points. Plus le goal average en notre faveur, en notre défaveur, ça fait 6 points. Alors c'est bon. Non. Bon, un petit mot sur cette rencontre face au Brestois, écoute, avec ce but pris dès la 8e minute de jeu, un boulet de canon de Gaëtan Charbonnier. Ouais, mais l'axe central ne fait pas le boulot encore. Regarde, et qu'il doit se mettre en opposition devant. Il recule, il a tout le champ devant lui. Ben, en plus, on le dit souvent, hein, quand on veut défendre, il faut avancer sur le joueur et non pas reculer. Il a la rue. Il faut défendre en avançant. Ça, les entraîneurs le disent souvent. Il est bon sur certains matchs, c'est tout, il a été bon. Sur certains matchs, mais il est quand même à la rue. Bah, depuis qu'il a été champion d'Afrique, moi je le trouve moins fringant. Oui, il est vachement moins bon, c'est mon avis perso, hein. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais... Il était même meilleur quand il y avait Cartier qui était là. Il était même meilleur. Ah ben c'est vrai qu'Albert Cartier... Moi je ne trouvais pas mauvais quand il y avait Cartier. Ben, on avait une des meilleures défenses de Ligue 2, hein, bah oui, à l'époque. On travaillait plus la défense. Voilà. On avait une des meilleures défenses de Ligue 2 avec qu'on avait les mêmes joueurs. On défendait mieux, on travaillait beaucoup plus la défense. Voilà. Alors, là, la défense, on travaille beaucoup moins, moi je pense. Bah après, c'est pas le même style de jeu avec Peter Zedler. On va plus vers l'avant, donc forcément, on défend peut-être un petit peu moins. C'est forcé, quoi. Après, c'est pas le même style de jeu, c'est un style opposé. Le barrage, ça va rien nous donner, ça. Non. Bah, il aurait fallu gagner contre Brest. Ah oui, si on avait gagné contre Brest, oui, il y avait une chance. Bon, alors un petit mot sur la rencontre de ce mardi face à Valenciennes, qui sort d'une belle victoire face à Lorient 1-0. Ça va être dur demain à Valenciennes. Bon, c'est pas plus mal qu'on en qui déjà un match dès ce mardi. Ouais. Oula. On recevra Lorient. Non, moi je pense que c'est fini pour la montée. Oui, après il y a Lorient. On joue 3 matchs en l'espace de 8 jours. Possible au classement. La 5e place. Après, s'il y a une petite chance à jouer, il faudra la jouer. Quoi. Mais bon, moi j'y crois guère. Quand même. Oui, puis après on se fera peut-être acheter par le Deportivo Alavés. Ah, j'y crois pas. Alors c'est pas le Deportivo, c'est le Baskonia Alavés en fait. Hein. Alors, moi je pense pas que le club va être acheté. Bon, en tout cas, ils sont venus voir. Il va mettre l'argent. Ah bah après on verra s'il met l'argent. Après c'est pas. Écoute, j'ai discuté avec Tony Diou. Hein. Ah, en chinois? Pas en chinois. Il y avait un interprète, tu sais, ils ont un interprète. Ah, bien. Il était à l'entraînement jeudi. Jeudi à l'entraînement. Liu qui est l'adjoint de Monsieur Li, hein, on va le rappeler. Il a traduit en anglais. Moi je lui ai dit, écoute, depuis que vous êtes là avec votre patron, Monsieur Li, vous n'avez pas mis d'argent. Le club n'avance pas, on stagne là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il mettra l'argent? Est-ce qu'au moins il mettra l'argent bah oui, c'est important. La prochaine saison pour qu'on il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, l'argent sera mis. Oui, pour la DNCG, mais est-ce que l'argent va être mis pour l'équipe? On a toujours mis l'argent. Mais pour l'équipe, parce qu'il y a une équipe aussi à construire. Ouais. Il parle de la DNCG, mais je dis, si on veut monter un joueur en Ligue 1, il faut quand même un minimum d'argent, il faut acheter des joueurs quand même. Bah, des bons joueurs. Il lui a traduit, il a dit, oui, ils savent, mais pour l'instant, il dit, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Bah, oui. Il n'y a jamais eu de perspective dans le club d'objectif. Il n'y a jamais rien eu. Oui, c'est ça, il n'y a pas de projet. Le projet qui avait été... Il n'y a pas de projet. J'ai dit, regardez, il n'y a pas de communication dans ce club. On sait pas qui fait quoi. Il fallait juste lui dire, where is the project? Voilà, il n'y a rien. Bah oui, où est le projet? Ça fait 2 ans qu'on nous l'annonce. Et puis, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a pu l'aborder. Oui, c'est bien. Au moins, il était là, lui. C'est bien. C'est une bonne chose. Discuter. Hein, c'est pas comme le président. J'ai dit, votre président, on ne le voit jamais. Après, il délègue. Après, s'il délègue, les personnes qui sont en dessous peuvent répondre à sa place. Mais moi, je me demande, il connaît pas grand-chose non plus, lui. Hein. C'est pareil. Hein. Ah bah oui. Il est en Espagne. Oui, il s'occupe de la filière. Il est pour les LED en Espagne. Oui, il s'occupe de la filière Ledus en Espagne, mais à ce compte-là, moi, à mon avis, il connaît pas grand-chose. S'il connaît pas le football, après ils peuvent peut-être nommer Moi, je lui ai dit, de toute façon, vous êtes mal entouré. Vous avez été mal entouré. Après, il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Kenzig. Kenzig, vous avez le salaire que vous lui avez donné, c'est inadmissible. J'ai dit, vous avez bouffé des sous. Il t'a demandé ce que tu pensais de Kenzig. Ça, c'est quand même pas mal. Moi, je lui ai dit Kenzig, déjà. Même Olas, il n'a pas le salaire qu'il avait, 54, 56 000. Bon, après, je ne connais pas le salaire d'Olas, mais... On va dire qu'il y a pas mal de... Vous avez fait n'importe quoi, là. On va dire qu'il y a pas mal de présidents...
Il y a pas mal de présidents de Ligue 1 qui n'avaient pas ce salaire-là. Oui, ça c'est effectivement, non, c'est vrai. Il n'y en a pas un seul, même. Non, effectivement, c'est vrai. Même Hollande, qui est chef d'entreprise, il ne se fait pas un salaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit au niveau de l'équipe? Ils vont quand même construire une équipe compétitive ou Garder des jeunes. Moi, il ne m'a pas dit si on allait acheter des joueurs, si on allait... Ouais. En fait, le budget du club, il ne va pas diminuer de moitié, il va baisser de 20%. Oui, bon, baisser un petit peu. Bon, ça, après, c'est dans l'air du temps, dans beaucoup de clubs. Ça, c'est pas... La masse salariale. Oui, bah forcément. Il y a beaucoup de jeunes, il faudra faire jouer. Quoi. Bah oui, bien sûr, il faudra s'appuyer sur des Mbakata, des Rosiers, il faudra les monter au niveau supérieur. Quoi. Bah, de toute façon, c'est avec ces jeunes joueurs qu'il faut... Mais moi, je dis, il faut quand même recruter malin, il faut recruter quand même 4-5 bons joueurs contre l'expérience. Bah déjà, moi, je pense qu'il faut garder un bon joueur par ligne, déjà. Ah oui. Déjà derrière, moi, il y a un joueur que je garde en défense, je fais tout pour le garder, en tous les cas, c'est Florent Ogier. Ah oui, ça, moi, ce joueur, ce défenseur, il faut tout faire pour le garder déjà. Après, au milieu de terrain, bon, je pense que certains joueurs partiront. Je pense à Florian Tardieu, que ça fait plusieurs années qu'il est là. Également, Florian Martin, on le sait maintenant. Garder Béranguer, moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Béranguer, il n'a pas de nouvelles pour un nouvel contrat. Bah, c'est ça le souci. Le souci, il est là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont toujours pas de rendez-vous pour prolongation. Ils ne sont pas renouvelés pour l'instant. Est-ce qu'il se trame quelque chose dans le club? Est-ce que le club va être vendu? C'est peut-être ça aussi, on ne sait pas. Bah, en tout cas, c'est une bonne question, mais en tout cas, il faudrait faire vite. Il faudrait faire assez rapidement. Parce que le joueur, il ne va pas patienter jusqu'au dernier moment. Après, il va se retrouver le bec dans l'eau. En tout cas, il y a des gens intéressés, mais après, on revient. Béranguer nous l'a dit. Moi, j'ai une proposition de contrat, de renouvellement de contrat, je reste. Bah, bien sûr. C'est un bon joueur de club. Il faut s'appuyer sur lui parce que c'est un très bon technicien au milieu de terrain. Alors c'est vrai qu'on parlait, tu parlais de l'actionnaire et tout. Nous, moi j'ai fait quelques recherches justement sur le Baskonia Alavés parce que je me demandais ce que c'était exactement, pourquoi ils avaient racheté ce club-là. En fait, il faut savoir que le Baskonia Alavés est dirigé en fait par un ancien joueur de basket, hein, c'est Joséan Kereyeta. Je ne sais pas si je vais y arriver à le machiner. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément conformiste, hein, c'est un des rares gestionnaires qui a réussi dans 2 sports différents, hein, parce qu'il a réussi au Midas de Vitoria, hein, c'est qui est maintenant le Baskonia, c'est l'un des grands du basketball européen. Et il a réussi en fait à transplanter avec succès, hein, le modèle de gestion justement du côté d'Alavés, parce que Alavés était très mal en 2011, hein, le club était à la limite du dépôt de bilan, était dans une situation économique catastrophique. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés dans le club et ils ont... En fait, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que c'est pas forcément évident d'avoir des informations, donc c'est un groupement d'entreprises en fait. Et apparemment, tout ce que touche cette personne se transforme en or. C'est sans doute à prendre avec des guillemets. Ouais. Mais en tous les cas, alors c'est vrai qu'ils ont fait un peu la même chose avec le NK Rudess. Alors c'est un club de Druga Liga en division 2. Mais c'est vrai que ça a été, c'est le premier club croate, hein, qui fonctionne avec un partenariat stratégique avec un club étranger. Alors c'est vrai que c'est ce que dit justement, c'était un communiqué du Deportivo Alavés, hein, qui lui disait à l'époque où ils ont signé ce partenariat, il disait l'un de nos plus grands défis est l'internationalisation du groupe. Cette coopération signée en novembre dernier entre Rudess et le Deportivo Alavés est une étape stratégique pour les 2 équipes dans notre développement professionnel sportif. Rudess est un club avec 60 ans d'histoire, donc on peut comparer avec Sochaux, avec lequel nous partageons des valeurs et nous voyons un gros potentiel de croissance. C'est un grand plaisir de travailler avec Rudess et nous voulons que ce soit la première étape d'une série de succès. Alors après, la question se pose. C'est pour faire quoi exactement? Est-ce que c'est pour envoyer justement, récupérer en tous les cas apparemment les jeunes joueurs de Rudess, en tout cas les meilleurs, et les amener du côté d'Alavés? Apparemment, c'est un petit peu comme ça que ça se dit, hein. C'est vrai que les Basques, ils visent l'arrivée justement dans leur club des talents de la région via justement une sélection au NK Rudess qui formerait et polirait les talents bruts. Donc l'accord prévoit d'ailleurs logiquement pour le Deportivo Alavés un droit préférentiel pour l'achat des joueurs du NK Rudess ainsi que la possibilité de faire signer des contrats directement avec les joueurs.
Alors, Et eux, ils pourraient nous prêter des joueurs aussi. après, il n'y a rien, il n'y a pas de contrat de signé avec Sochaux, hein, parce que déjà, il faut que Monsieur Lee soit vendeur. Mais en fait, c'est ce qu'ils ont fait un peu avec ce club croate du NK Rudess. Alors, bon, ils disent que c'est un accord gagnant-gagnant. Hein. C'est vrai que l'histoire de ce projet côté croate a commencé avec les professeurs, ça remonte à loin, la faculté de kinésiologie qui ont travaillé justement avec le club de basketball d'Alaves, hein, qui est le Baskonia. Et c'est vrai que les Espagnols ont réalisé à cette époque qu'il pouvait être très rentable d'investir en Croatie afin d'obtenir des joueurs talentueux. C'est vrai qu'on sait que le club, on sait que du côté, que ce soit la Croatie, la Serbie, la Bosnie, il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. C'est toute l'ex-Yougoslavie et qui a toujours formé d'excellents joueurs techniques et on voit encore des exemples. Hein. On en a vu quelques exemples qui n'ont pas éclos du côté de Sochaux. Je pense notamment à Perisic qui est du côté de l'Inter de Milan. En fait, c'est ça. Ils ont l'air de vouloir investir dans les clubs, mais après, il faut savoir pour quelles raisons en fait. Et donc c'est vrai que c'est un fonctionnement, on va dire un peu atypique, mais en tous les cas, cette personne qui est à la tête de ça, en tous les cas, parce c'est un groupement en fait, comme je disais, d'entreprises, et apparemment il réussit assez bien là-dedans, mais bon, après on verra ce que ça va donner. Exactement, s'ils ont vraiment envie de reprendre Sochaux et si Monsieur Lee a vraiment envie de vendre après. Apparemment, pour l'instant, Tony Liu, il dit qu'il mettra l'argent. Il dit il n'y a pas de souci, le club ne sera pas National Pro. Que l'argent sera mis à la DNC. Et il était à l'entraînement. C'est Tony Liu, hein. Il était à l'entraînement. Tony Liu, oui, il était là. Première fois que je le voyais. Ok. Ah, c'est lui, il y a le traducteur avec. Non, bah c'est bien. C'est bien qu'il soit là. On a vu, on était deux, on a vu le verdict. C'est bien qu'il soit là, Au vivement. moins, on l'a abordé. Oui, bah, il faut l'aborder gentiment, poser des questions. Je carrément dit, dans ce club, vous vous rendez compte, depuis que vous êtes là, il n'y a aucune communication avec la direction. C'est vrai. Seulement s'il y a une direction. Il n'y a pas de directeur sportif, il n'y a pas de cellule de recrutement. Comment voulez-vous qu'un club il fonctionne comme il faut? C'est vrai. Moi, je l'ai fait comprendre. Il faut changer votre stratégie, là. Il y a autre chose à faire. Bah, surtout, on ne comprend pas la stratégie, c'est surtout ça, on ne comprend pas la stratégie. On ne comprend pas, nous. J'ai dit Sochaux, c'est une institution, c'est un club historique. Nous, on veut pas que notre club il meure. Et il t'a répondu. Il a compris, là, il a compris où je voulais en venir. J'ai dit, on ne veut pas que le club il meure, on a envie que le club il soit pérennisé pour l'instant en Ligue 2 et puis qu'on remonte un jour. Il t'a répondu quoi? Il t'a répondu quelque chose ou... Quoi. Oui. Voilà. D'accord. Bon, c'est tout ce qu'il t'a répondu alors en gros. En gros, oui, mais en gros, il m'a dit que de toute façon, il mettra l'argent. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Chaque fois qu'on est passé devant le TNCG, on a mis l'argent. Là, ce qu'il m'a dit. Ouais, mais après, ce qu'il faut surtout, c'est construire une équipe. Ouais, il m'a dit les salaires sont payés, tout est. Oui, mais bon, apparemment, il n'y a pas de trou. Bah, en tout cas, on verra. Il n'y a pas un centime, il paraît, il n'y a pas un centime, il n'y a pas de trou. Bah, de toute façon, on le saura en passant devant la DNCG. Quand ils vont passer devant, la DNCG, de toute façon. Le club n'a pas. Bah, tant mieux. Tant mieux. Vaut mieux que ça soit. Apparemment, c'est l'Est républicain qui a dû raconter des conneries. Ah bah après, nos confrères font sans doute leur travail aussi. De toute façon, on ne sait rien dans ce club. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Bah, c'est ça le problème. C'est toujours, on en revient toujours au même. J'ai dit, vous vous rendez compte, il n'y a pas de patron dans ce club. Bah oui, puis personne communique. C'est vrai qu'à l'époque, nous. Le patron, c'est Monsieur Lee. Monsieur Lee, est-ce qu'il communique? Non, il ne fait pas de communiquer. Non. Puis, il dit rien. On sait puis pas, après, il faut prendre aussi quelqu'un qui parle le français, on va dire, couramment pour communiquer. C'est quand même plus facile. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on avait Monsieur Laurent Pernet. On pouvait l'avoir quand on voulait. Enfin, quand on voulait, oui, il venait spontanément. C'était quand même... on lui demandait. Il s'était même arrêté une fois en voiture. Enfin, je veux dire, il était très abordable et très disponible. Et c'était, en tout cas, très sympa. Et c'est vrai que ça... C'est pour ça qu'ils auraient dû garder... Ils auraient dû garder Monsieur Pernet. Ils auraient dû garder Monsieur Pernet. Bon, après, peut-être que lui n'aurait pas voulu. Hein. Après, c'est aussi des choix de carrière, voilà. Des choix de carrière, mais on s'est mal entouré, hein, avec Lichtenauer et puis Kenzie. Ils ont mal été entourés. Oui, moi, je le dis. Hein. Ouais, je pense. Ils ont mal été encadrés. Hein. Oui, les gens que vous avez pris. Hein. Oui, Lichtenauer, j'ai dit c'est un escroc, celui-là. Hein. Je l'ai fait comprendre. C'est un escroc. Après, il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Kenzie. J'ai dit qu'est-ce que j'en pense. Qu'est-ce qu'il a fait pour le club? Il n'a rien fait pour le club. Avec le salaire qu'il touchait, je dis, vous rigolez.
attendez. Ça vaut rien, ça. Non, c'est pas un dirigeant, ça. Non, c'est sûr. Après, il faut Il est même pas abordable, rien du tout. Après, il faut prendre. Il faut simplement lui dire que la communication au XXIe siècle, c'est ce qui est très plus important. Ça évite aux gens de gamberger. De foot, il faut beaucoup de communication. Et puis, il faut aussi associer les supporters aussi également au projet du club. Je trouve que c'est, même si bien sûr l'actionnaire met l'argent, mais je pense qu'il faut aussi associer les supporters. C'est important, très important même, parce que les supporters, c'est l'âme du club. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, pas vital, hein, parce qu'il y a d'autres choses de vital dans la vie, je veux dire, on va mettre ça entre guillemets, mais je veux dire, c'est quand même assez important d'associer les supporters. Et j'espère justement qu'avec ce que font justement en ce moment les supporters de Sochaux, en parlant des socio-chauds, et que justement ça aboutira aussi à des tables rondes, à ce qui communique aussi également, et ça apaisera peut-être un peu tout ça. Mais pour ça, même si d'un côté on n'a pas forcément envie, ils n'ont pas forcément envie de revenir, de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a eu des choses de fait qui ne sont pas il va falloir, ça va être compliqué de renouer les choses, mais en tous les cas, il faut associer les supporters au projet, et enfin qu'ils annoncent leur projet s'ils en ont un. Mais c'est vrai que ça commence ça commence à faire long ce coup-là. Il faut commencer à afficher quelque chose là. Faut quand même commencer. Oui, là ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Bon, ce coup-là, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer la 3e année. On fait quoi? Bon, on passe devant la DNCG, remettre l'argent. Bon, ok, pas de souci, d'accord. Ok, il va mettre l'argent, je suis d'accord. Mais après, d'accord, il va le mettre. Mais après, on va encore faire quoi? Une équipe au rabais? Exactement. Quelle est l'ambition? Quelle est l'ambition? C'est ce que je lui ai dit. Quelle est l'ambition? Quelle est votre ambition? C'est de VGT? Il n'a pas pu me répondre là-dessus. Oui, c'est ça qui est où c'est incompréhensible. L'ambition. Il n'a pas pu me répondre. Il devrait savoir des choses déjà. L'ambition d'un club comme Sochaux, c'est quand même de remonter le plus rapidement possible. On a envie que notre club remonte en Ligue 1. Bah, bien évidemment. Il me dit oui, mais je lui dis avec quels moyens? Est-ce que vous allez mettre les moyens? C'est ça. Voilà, il n'a pas pu me répondre là-dessus. Ah ouais, bah c'est là que c'est un peu embêtant. Eh non, on est dans le flou. Bah, après, il est parti, voilà quoi. Il a dit j'en ai marre, je m'en vais. Non, il n'a pas dit ça. Il rigolait un peu. Non, je plaisante. Par contre, il a dit Zedler, c'est un très bon entraîneur. Bah bien sûr, on le sait que c'est un très bon entraîneur. Qu'on a pris un très bon entraîneur. Oui, mais après. Il y a des très bons jeunes. Après, il faut oui, bah ça on le sait qu'il y a des très bons jeunes, on sait qu'il y en a un bon entraîneur, on sait qu'il y a des très bons jeunes joueurs. C'est bien beau, mais il va falloir quand même prendre des joueurs, puis pas toujours des joueurs libres. Il faut arrêter que les joueurs faire des équipes au rabais. Si on fait encore une équipe au rabais, ça sera l'année de tous les dangers, la prochaine saison. Non, puis là, cette année, on arrive, certains joueurs arrivent à... Alain Faux, il a peur, lui. Il a peur que ce soit l'année de tous les dangers, là, il me l'a dit. Ah ben, ça, moi, je suis un peu... Il a dit l'équipe va être très jeune, il n'y a pas de pognon. Je suis complètement d'accord avec lui. On va jouer le maintien, ça va être très compliqué, il m'a dit. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est l'année de tous les dangers, celle qui vient. Voilà. C'est l'année de tous les dangers. Et on sait toujours il m'a dit, tu te rends compte, il y a 12 contrats qui sont pas renouvelés, on ne sait pas. Oui, c'est ça, on ne sait pas où on va. C'est grave. Mais c'est ça qui est grave, c'est qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on serait encore. Là, on ne sait rien du tout. Parce que là, on arrive au 28 avril, et comme on disait avec Alexis de Freitas, les jeunes joueurs vont pouvoir s'en aller librement, parce qu'ils pourront être pris par le RB Leipzig, par exemple, pour donner un exemple. Et ils n'auront plus de contrat, donc après, il y a un moment donné, il faut aussi garder nos jeunes joueurs, parce que c'est quand même... Apparemment, Rosier, non, ils ne veulent pas le laisser partir. J'espère bien. Il m'a dit non, il m'a dit c'est des conneries. Mais pour ça, il faut le faire re-signer, ou il faut lui faire signer un contrat? Après, sans doute que le RB Leipzig a tenté quelque chose, après, ils ont le droit, ils ont le droit, mais bon, après, il faut aussi que le club fasse signer ses meilleurs joueurs, en tout cas, garde ses meilleurs éléments, c'est quand même pour moi vital pour l'avenir du club. On aura beaucoup de départs. C'est ça. C'est les meilleurs éléments. Et puis il faut recruter malin. Voilà. Exactement. Il faut qu'il n'y a pas de pognon. Et comme à Reims. Ça va être compliqué, il m'a dit. Il m'a dit que Perrin, même ce recrutement là, ça va être compliqué. Oui, il m'a dit sûr. si les salaires, si la masse salariale déjà, elle va être encadrée, la masse salariale. Oui. Revue à la baisse. Bien sûr. Eh ben, tu vas pas pouvoir recruter grand chose. Il faudra faire. Tu voudras venir ici avec un salaire encore moins qu'avant. Il faudra faire avec nos jeunes joueurs. Tu sais que tu voudras venir avec un salaire très très bas. Après, oui, c'est sûr que ça va être compliqué, mais après, il faudra... Béranguer, il a envie de rester, Sao, il a envie de rester. Il faudra... Il faut s'appuyer sur les deux là, il faut s'appuyer
sur Florent Ogier. Oui, moi je pense aussi. Hein? Moi je pense aussi. Sur Bas, parce que Bas il a encore un contrat, mais bon, il est souvent blessé. C'est compliqué, bravo. Bah, on verra, oui, on verra suivant. Ouais. Ah, de toute façon, je Faut pense qu'il fasse une que saison pleine, mais je il a pense pas que fait de Peter saison pleine. Zedler va recevoir les joueurs un par un, puis sans doute voir leur motivation, parce qu'il faut que le joueur soit motivé, parce que si le joueur n'est pas motivé, ça sert à rien. C'est Bah pas la non. peine. Il faut des joueurs motivés à Il va 500%. falloir aller chercher des joueurs, mais ça va être compliqué. Et puis faire jouer nos jeunes joueurs, parce qu'eux, ils seront motivés à 500%. S'il faut en arriver là, peut-être qu'il Pour le faudra. club, il faut qu'ils reconstruisent, on ne sait même pas si on reconstruire quelque chose. Exactement. Après, il faudra On que sait les. rien avec les Chinois. Il faudra que On les sait gens. rien. Il faudra que les gens soient indulgents aussi avec nos jeunes joueurs, parce qu'on va peut-être pas avoir des résultats tout de suite. Il faut les laisser venir, comme Maxence Prévost qui a fait un très très bon match contre Brest et qui commence maintenant. Prévost est meilleur que l'année dernière, on le voit tout de suite. Mais oui, mais il a pris une année de plus, il a progressé, tout simplement. Exactement, il va progresser comme tous les jeunes joueurs. Après, ça le fait ou ça le fait pas. C'est comme ça, c'est un club de foot marche comme ça. Il y a des joueurs qui réussissent, d'autres moins bien. Mais en tous les cas, il faut s'appuyer sur la jeune génération. Au moins en Ligue 2, qu'on ne descende pas plus bas. Ah bah non, faut qu'on reste en Ligue 2. Par la suite, dans quelques années, qu'on remonte en Ligue 2, parce que ça ne se fera pas tout de suite. Parce qu'il faut tout reconstruire. C'est ça, il faut refaire un peu les fondations. Chez nous, c'est devenu très compliqué. Hein. C'est vrai. Il faut revoir tout depuis la base jusqu'au-dessus. Il faut refaire un petit peu les fondations. Eh bien, on va terminer. On va terminer sur ces fondations. On va aller faire couler du ciment, du béton. Voilà, et puis on va reconsolider. Comme si tu remontais une maison, il faut faire les fondations. Exactement. Monter les plots un par un. Voilà. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Eh ben merci Lionel pour ton appel. Et puis on se retrouve bientôt du côté du Stade Bonal. Vendredi, je suis pas là par contre. Je suis pas là. Ah, tu désertes, ça y est? Non, je peux pas y aller vendredi. Non, je vais à un concert. Non, oui, il n'y a pas de souci. Je vais à un concert, donc ça change rien. Bah oui, ça change un coup. Bon concert à toi, et puis il y a une prochaine. On se verra contre Clermont, hein. On se verra peut-être contre Clermont. Ouais, peut-être, on verra. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, on espère. Il reste quoi? Il reste 4 matchs, mais il faut essayer de gagner les 4 matchs. Bah, ça serait pas mal. Pour espérer, on n'est plus maître de notre destin, de toute façon. Non, on n'est plus entièrement maître de notre destin. Même en gagnant les 4 matchs, il faut voir ce que vont faire les autres. Donc, il faut essayer, il faut essayer quelque chose. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, il faut les jouer pour les gagner. Pour moi, personnellement, à mon avis, c'est fini. On va peut-être finir au pied, juste au pied si on fait les bons résultats. Mais bon, si on finit 6e, ce sera quand même une bonne saison. Oui, bah après, on verra. 7e, voilà. Eh ben merci Lionel de ton appel, et puis on se retrouve. Voilà. Faut essayer de finir le plus haut possible. Voilà. Exactement, toujours essayer de finir le plus haut possible. C'est comme ça qu'on finit une saison. Voilà. Eh ben merci Lionel, à bientôt, et puis bonne semaine à toi. Ouais, à toi. Salut. Eh ben c'était Lionel qui nous appelait en direct de Montbéliard et qui a rencontré cette semaine au détour d'un entraînement Tony Liu, qui est le second derrière qui est le second de Monsieur Lee en tous les cas, et il nous disait ce qu'il avait parlé avec justement Tony Liu sur le club, sur peut-être l'argent qui sera mis ou pas du tout au détour d'un entraînement. En tout cas, c'est assez sympathique. Allez, on va refermer cette page Ligue 2 si plus personne nous appelle. Un petit mot juste pour vous donner quand même les résultats, pas les résultats, on va vous donner le classement du national, parce qu'on n'en parle pas souvent dans cette émission, car tout est un peu bloqué, hein. On a peu de temps, mais on va, juste pour vous donner qui est en tête du championnat du national, hein, c'est le Red Star avec 51 points, comme on parlait des Herbiers tout à l'heure. On va en parler, c'est vrai, avec le club des Herbiers qui est 13e avec 36 points. Et puis, donc le deuxième, c'est Grenoble, 45 points, 6 points d'écart entre le Red Star et Grenoble. Et Béziers est troisième avec 45 points. Béziers qui a mis une petite raclée à Laval, 5 buts à 1. Cette fois-ci, on va enchaîner directement avec le National 2, mais là, on va revenir plus local avec les résultats de cette National 2 où évoluent les équipes de l'ASM Belfort et également de Jura Sud Foot. Jura Sud Foot qui est allé faire match nul, 2 buts partout face à Saint-Louis-Nevègue, et l'ASM Belfort qui s'est incliné à Schiltigheim, 3 buts à 1. Au classement, on va regarder ce que ça donne avec les deux équipes franc-comtoises, avec Jura Sud qui fait un très bon championnat, qui est 5e avec 42 points,
Et on retrouve en bas de classement l'ASM Belfort qui est 12e avec 33 points. Les prochaines rencontres pour les deux équipes franc-comtoises, ce sera le samedi 28 avril avec Jura Sud Foot à 18h qui recevra le SAS Épinal. Alors que l'ASM Belfort, lui, à 18h, recevra la réserve de Lyon. Sans doute un très beau match du côté du stade Serzian. On part cette fois en National 3 avec les rencontres du week-end avec tout d'abord Auxerre qui s'est imposé face à la réserve de Sochaux 1-0. On en a parlé tout à l'heure avec Alexis de Freitas. Guignon et Pontarlier qui se quittent sur un match nul 0 partout. Lyon Cuiseau a battu Avalon 3-1. Le Besançon Foot, je vous donnerai le score tout à l'heure, on en reparlera parce qu'on a des sons à vous faire écouter. Jura Dolois et le Racing Besançon se quittent sur un match nul 0 partout. Ce dimanche 22 avril, la réserve du Dijon est allée s'imposer du côté de Saint-Apollinaire 1-0, alors que Saint-Vith a battu Clémenceau 3-2. On va vous donner le classement avec le Racing Besançon qui n'est plus en tête puisque Dijon a repris la tête de ce classement avec 51 points. Je crois même que tout à l'heure j'ai dû vous dire que le Racing était toujours en tête. Non, le Racing est deuxième. Mais bon, il faut savoir que la réserve de Dijon ne peut pas monter car son centre de formation n'est pas classé élite. Et pour le moment, troisième Auxerre, 48 points. La réserve d'Auxerre qui remonte. Pontarlier, lui, est quatrième avec 46 points. Guignon est cinquième avec 44 points. En bas de classement, on retrouve 15e Clémenceau-Besançon qui est déjà relégué. 14e Saint-Vith, 18 points. Alors que Quetigny a 18 points également. Et Selonget, 12e, 20 points. Saint-Apollinaire, 11e avec 23 points. Les autres rencontres en National 3... Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme le week-end prochain, c'est-à-dire le samedi 28 avril avec la réserve de Dijon qui sera opposée à Jura Dolois. Gros match aussi également du côté du Racing Besançon-Guignon où j'ai des places à vous faire gagner. Donc, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51 et vous remporterez vos places. Ce sera ce samedi au stade de Léo Lagrange, une très très belle affiche, sans doute peut-être un tournant dans la saison. On verra en tout cas suivant le résultat de cette rencontre avec à 18h également Pontarlier qui recevra la réserve d'Auxerre. La réserve de Sochaux, elle recevra Louan-Cuiseau. Il y aura un derby bisontin avec le Clémenceau-Besançon qui recevra le Besançon Football. Ça se passera du côté du stade du Rosemont à 18h également. Donc si vous voulez aller voir ce derby bisontin, vous pouvez également vous rendre du côté du stade du Rosemont. À 18h, Quetigny recevra Selonget. Saint-Vith sera en déplacement du côté d'Avalon. Et exempt pour cette journée, l'ASC Saint-Apollinaire. Eh bien, nous, on était ce week-end du côté du Besançon Football où on a vu la victoire des Bisontins 2-0. On va écouter tout de suite la réaction d'Hervé Genet, l'entraîneur de cette équipe du Besançon Football, qui est forcément soulagé avec ce maintien acquis. Avec Hervé Genet après la victoire face à l'AS Quetigny 2-0. Une bonne entame de match avec ce but dès la 16e minute de jeu. Ensuite, en fin de match, le second but, mais entre les deux, vous êtes fait un petit peu peur? Oui, on a été trop fébrile dans ce match. On a redonné trop souvent le ballon à l'adversaire. On avait eu trop de pertes de balles par des mauvais choix de passe ou bien par des mauvais choix individuels. Je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus réaliste parce qu'on se crée, même si on marque ce but, on se crée deux énormes occasions aussi dans ce match. Ils ont ce ballon d'égalisation sur penalty. En plus, ils ont derrière un bon quart d'heure en deuxième mi-temps où on a été complètement absent. Et puis après, le match a été complètement décousu où la chaleur et la fatigue a fait que les débats se sont un petit peu ont été moins intenses. Bon, ce qu'il faut retenir de positif, c'est que c'est le petit acide qui arrive à marquer. C'est bien, pour nous, c'est intéressant. Et il faudra s'appuyer sur toute cette équipe de 19 ans qu'on a chez nous dans les saisons et dans les matchs à venir. C'est vrai que ce soir, le maintien est assuré. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Il faut maintenant montrer autre chose. On n'a plus cette pression du résultat. Maintenant, il faut essayer d'être meilleur dans la forme
même si sur le fond, il faut toujours essayer de gagner, bien sûr, mais dans la forme, il faut être bien meilleur. On en est capable et je suis un petit peu énervé pour ça. Alors vous l'avez rappelé, avec ce jeune joueur qui marque Adel Hassid, c'est aussi important d'intégrer les jeunes joueurs pour les prochains matchs, parce que c'est vrai que vous n'avez plus rien à jouer entre guillemets, bien sûr, ne pas finir le championnat en roue libre. Non, on va essayer de gagner nos 5 derniers matchs, si on peut. Je sais que c'est difficile, c'est facile à dire et difficile à exécuter. Maintenant, non, il faut essayer de se faire plaisir, de bien jouer, de montrer un beau visage de notre club et d'intégrer petit à petit les joueurs qui sont chez les 19 ans aujourd'hui. Bah oui, d'intégrer les jeunes joueurs, c'est important pour un club de football, bien évidemment, de leur donner leur chance à un moment donné. Et c'est vrai que c'est mieux de le faire quand il y a moins de pression pour le club. Et c'est le cas du côté du Besançon Football. Et on va écouter justement ce jeune joueur, Adel Hassid, qui a marqué son premier but en National 3. On est avec Adel Hassid après cette victoire du Besançon Football face à Quetigny 2-0. Un match où vous avez marqué dès le premier quart d'heure de jeu. Ensuite, vous avez marqué en fin de match. Entre les deux, vous vous êtes fait peur ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est un match, on doit le plier avant. Je pense qu'en première mi-temps, on avait beaucoup plus d'occasions, on maîtrisait mieux le match. Et ils ont eu un gros temps fort reprise de deuxième mi-temps. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'était compliqué. Du banc, on voyait, il poussait. Et on a réussi à gérer notre temps faible. Et après, on a eu un petit temps fort et on a marqué 2-0 et on a tenu le match. Donc je pense que c'est mérité dans l'ensemble. C'est vrai qu'à 1-0, bon, vous n'avez pas regretté ces occasions, car c'est vrai que ça aurait pu faire un partout. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu un gros temps fort en début de seconde période, tu viens de le rappeler. Vous n'avez pas douté à aucun moment? Il y a toujours le petit doute quand les autres poussent. Mais Robin, il a été au goal, il a un sorti de 3 qui nous a fait du bien. Et ils n'en ont pas profité pendant leur temps fort. Et c'est là que nous, on a fait mal après. Bon, premier but ce soir, parce que tu as été buteur en fin de partie. Bon, je suppose que le premier but en National 3, c'est quand même quelque chose. C'est une belle sensation. J'attendais mes premières apparitions tout au long de la saison, parce que moi, je joue en R1 avec la B. Et là, c'était ma 3e apparition et je marque un but. Donc j'étais vraiment heureux. Puis tous mes coéquipiers ils m'ont mis bien, ils étaient contents pour moi. Donc ça fait plaisir. Et puis ce soir, le maintien est assuré. Le maintien est assuré, mais il faut continuer à travailler, parce que ça, c'est le coup après. Si on sait qu'on est maintenu, on perd les 5 prochains matchs, puis c'est là qu'on peut tomber bas. Justement, quelle est la motivation après quand on sait qu'on est maintenu pour les derniers matchs, de ne pas finir en roue libre en fait? Ouais, voilà, c'est ça. On va essayer de produire toujours notre jeu. On va essayer de gratter des places. C'est toujours mieux de finir par exemple 7e que 10e, même si on est maintenu. Et on va essayer, parce qu'il y a des supporters, et on va essayer toujours de bien jouer pour eux et pour nous, prendre du plaisir aussi. Et puis préparer aussi la saison prochaine, le finir le plus haut possible pour justement renclencher une dynamique. Ouais, c'est ça, parce que si on s'arrête maintenant, l'année prochaine, ça va être dur de repartir. Donc vous avez tout dit. Mon prochain match face au Clémenceau, ce sera un derby byzantin. Un derby, c'est toujours parti. Clémenceau est déjà relégué. Ils sont déjà relégués, mais un derby, ils ne voudront pas le perdre, nous non plus. Et on veut des points, on sait qu'on veut finir le plus haut possible, donc ça va être un bon match, je pense. Eh ben, merci en tout cas, bravo pour le maintien et surtout bravo pour le but. Merci beaucoup, merci. Et oui, bravo à ce jeune joueur Adel Hassid qui, on l'espère, en marquera beaucoup d'autres. Et c'est sûr que c'est toujours un très bon moment. Eh bien, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense qu'on avait tout dit sur la National 3. Hein, si vous voulez aller voir, il y aura 2 matchs au programme donc ce week-end dans la capitale comtoise. Tout d'abord, dans le derby byzantin entre le SC Clémenceau et également le Besançon Football. Ça se passera à 18h au stade du Rosemont. À 18h également au stade de Léo Lagrange. Il y aura un gros match, un match de haut de tableau entre le Racing Besançon et le Football Club de Guignon, donc à 18h également. Et maintenant, on va laisser tomber un petit peu, entre guillemets, le football. On va parler un petit peu handball, car il y aura aussi 2 gros matchs ce week-end. On va tout d'abord commencer par les garçons qui se sont inclinés le week-end dernier du côté de Cherbourg, 42-33. Pas forcément une bonne nouvelle. On espérait que les hommes d'Alain Porte fassent quelque chose du côté de Cherbourg. Hélas, il n'en a rien été. Mais ils pourront peut-être se reprendre, mais ça va être compliqué. C'est certain, ce vendredi 27 avril à partir de 20h15 au Palais des Sports Gagny-Yalouz avec le Grand Besançon du handball qui recevra Istres, qui est actuellement
en tête de cette Pro League. C'est sûr, ça va être un match très très compliqué, mais pour assurer le maintien, il n'y aura que des matchs compliqués jusqu'à la fin de la saison. Ce sera pour la 24e journée. Donc venez nombreuses et nombreux encourager cette équipe byzantine, car il faut qu'elle reste en Pro League, il faut qu'elle reste en deuxième division. C'est important. C'est important d'avoir beaucoup de clubs au haut niveau pour une ville, que ce soit pour Besançon. Et c'est vrai que c'est toujours très important, mais pour ça, il faut remplir le Palais des Sports et pousser cette équipe à se surpasser et à faire chuter le leader. On l'espère en tous les cas. On va parler d'un second match qui aura lieu donc ce samedi soir. Ce sera du côté du Palais des Sports également. Le match aura lieu à 20h. Dommage que les horaires ne se soient pas décalés un petit peu plus ou alors couplé les deux événements. Il y avait plusieurs événements à Besançon. À 18h, il y aura le match au Stade de Lagrange. Et ensuite, à 20h, ça laisse peu de temps pour arriver au Palais des Sports si on aime les deux sports. Mais bon, c'est comme ça. C'est la programmation qui est ainsi faite. Eh bien, on va parler de l'ESBF qui va jouer les demi-finales des play-offs. Les filles de Besançon sont aux portes de la finale. Mais avant ça, elles devront battre Brest, qu'elles vont recevoir donc, au Palais des Sports Gagny Yalouz. Auparavant, elles avaient battu au match aller ici Paris à Besançon 30-25, avant d'aller s'incliner d'un petit but face à ici Paris, donc dans la salle d'ici Paris 18-17. Mais en tous les cas, ça suffit au bonheur des filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Et ça les propulse justement pour ces demi-finales. En tout cas, elles ont fait deux excellents matchs, notamment le match aller où elles étaient transcendées. Et physiquement, elles ont fait un match énorme. Donc, ce samedi, toutes et tous au Palais des Sports pour soutenir justement cette équipe de l'ESBF. On l'espère qu'elles vont en tout cas battre cette équipe de Brest et avec un petit matelas ça serait encore mieux, mais bon, ça, Brest est une grosse équipe, ça va être aussi un gros match et ça va faire une belle affiche de plus à Besançon, donc ça va être en tous les cas très sympathique. Donc venez les encourager car elles en ont bien sûr besoin. On a toujours besoin d'encouragement. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux du côté du Palais des Sports Gagny Yalouz. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. En tous les cas, on espère que nos clubs franc-comtois auront un bon week-end, en tout cas, rempli de victoires dans leur besace. Et puis, on se retrouvera... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai oublié quelque chose, notamment au football. C'est vrai, il y a un autre match qu'on est allé voir. Ah là, j'ai omis le match, bien évidemment, de Saint-Vite qui a battu... En plus, c'est leur première victoire de la saison en 2018, car ils avaient battu justement le SC Clémenceau. Et on a la réaction de l'entraîneur Maxime Dott après cette rencontre. Et ensuite, on clôturera l'émission Soyons Sport sur cette dernière réaction de Maxime Dott. On est avec Maxime Dott après la victoire de Saint-Vite aujourd'hui 3-2 face au SC Clémenceau. Bon, je suppose que celle-ci, elle fait quand même du bien. C'est la première en 2018, donc oui, elle fait du bien. Mais ce que je disais aux joueurs, c'est surtout que je voulais qu'ils soient récompensés des efforts. Parce que malgré la série négative, ça travaille à l'entraînement, ils sont là, ils cravachent. Dans la bonne humeur la semaine, même si le week-end on a tendance à avoir la grimace. Mais là, voilà, je suis content pour eux. J'ai l'impression que c'est vraiment la détermination, soit l'engagement qui a fait la différence. Ouais, je les ai sentis un petit peu plus libérés du fait qu'on soit en difficulté, qu'on ne tire pas forcément de plan sur l'avenir. Donc ils ont joué libérés, mais comme je rejoins, avec beaucoup d'envie. Donc la détermination a fait la différence, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, c'est sûr que vous êtes en bas de classement. Le prochain match, ça sera face à Vallon. Mais est-ce qu'on regarde justement le classement ou pas du tout? Non, pas du tout. En sachant qu'on finit par Sochaux, Pontarlier, Racing. Voilà, ce qu'il fallait, on voulait en gagner une, pas rester sur une année 2018 vierge. Maintenant, elle est faite. Donc on va jouer complètement libéré. On l'a, cette victoire. Donc maintenant, ça va être que du plaisir et essayer de faire des gros matchs contre les gros pour faire plaisir à nos spectateurs. Alors justement, comment vous allez motiver vos joueurs? Quel est le discours que vous allez tenir? On est en National 3 encore un mois, donc en jouant Sochaux, Pontarlier, Racing, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. La motivation va venir d'elle-même, ils auront la dalle. S'ils nous montrent la même chose qu'aujourd'hui, pourquoi pas embêter les cadors? D'accord, merci beaucoup Maxime Dott. À bientôt.
Et ben pourquoi pas embêter les Cadors. Et ben on suivra ça avec cette équipe de Saint-Vite qui jouera également Pontarlier, le Racing Besançon et également Sochaux. Donc on verra s'ils vont embêter ces Cadors. Eh bien, c'est terminé pour cette émission Soyons Sport. N'oubliez pas ce week-end plusieurs belles affiches du côté de la capitale comtoise, entre autres. 2 matchs de football. SC Clémenceau, Besançon Football à 18h au stade du Rosemont. Il y aura également à 18h au stade Léo Lagrange le Racing Besançon qui recevra le Football Club de Guignon. Du côté du handball de la Pro League avec Besançon qui recevra Istres. Ce sera à partir de 20h15. Et également à 20h ce samedi 28 avril, le SBF qui recevra l'équipe de Brest au Palais des Sports. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Les places pour donc Sochaux, Lorient et également les places pour Racing Besançon Guignon seront à gagner sur les réseaux sociaux. Donc soit sur la page Soyons Sport sur Facebook, également sur la page Shalom Besançon. Donc vous aurez il y aura quelque chose, un post de mis justement sur la page Soyons Sport et une question sera posée et puis on délibérera et enfin il y aura un tirage au sort ensuite pour les gagnants. Donc ce sera en tout cas un bon moment pour vous et en tout cas de belles rencontres de football. Eh bien, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. J'allais dire sous le soleil comme la semaine dernière, mais je ne suis pas certain que le soleil va être présent comme la semaine dernière toute cette semaine. En tout cas, bonne semaine à toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport et allez voir du sport. Allez encourager nos équipes franc-comtoises. Et on va se quitter sur le traditionnel Allez Sochaux. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains